Vous avez un gilet jaune. Voilà. Ok. Voilà, cher Yves, Marcel, on va commencer. Merci d'être là. Voilà, avant de commencer, je voulais d'abord vous signaler l'apparition des derniers numéros de nos magazines que nous suivons. Donc, Politique Magazine consacre son dernier numéro au dialogue et au décalogue sur l'Église en crise. Et le bien commun, qui est donc le mensuel de la Restauration nationale et du Centre Royaliste d'Action française, voilà, consacre son numéro à la politique naturelle, inspiré bien sûr de mes idées politiques de Charles Maurras. Hein. Voilà, le bien commun, donc c'est un journal qui a été créé à l'automne et que je vous recommande. Et puis là, j'ai apporté aussi la dernière livraison de la Nouvelle Revue Universelle. Hein, voilà, le numéro du premier trimestre 2019. Voilà, il faut se souvenir que cette revue avait été créée par Jacques Bainville. Donc c'est une revue assez ancienne. Alors, dans les informations que je voulais vous donner, alors il y a une chose qui est maintenant certaine, c'est que le lundi 27 mai, le Centre Lédiguière recevra Jean-Christophe Lévesque, hein, qui est un de nos amis fidèles, et qui est élu local et qui a une réunion du conseil municipal ce soir, et qui traitera du thème, puisqu'il est professeur d'économie, les banques sont-elles toujours les maîtres de l'économie? Quelles sont leurs responsabilités, et notamment dans la crise, par exemple, des Gilets jaunes, mais aussi au lendemain des élections européennes, puisqu'on sera le lendemain, on sera le 27 mai, donc le lendemain du scrutin, et on pourra relier ces résultats aussi à la responsabilité des banques. L'autre date intéressante, c'est la conférence que le Cercle algérianiste de Grenoble organise le mardi 14 mai à 18 h à l'amphithéâtre de l'hôtel Lédiguière. Et donc ils ont invité, le cercle algérianiste a invité Jean Sevilla, qui est journaliste et historien, journaliste au Figaro. La guerre d'Algérie est-elle terminée? Donc c'est un sujet à la fois d'actualité, il vient d'y consacrer un ouvrage sur l'histoire de la guerre d'Algérie, mais bien sûr sa conférence traitera de l'actualité en Algérie. Voilà. Et donc ça sera le mardi 14 mai. Mardi 14 mai à 18 h. À l'amphithéâtre de l'hôtel Lédiguière, hein, c'est quoi? Oui, derrière. Oui. C'est derrière. C'est derrière, oui. Bon, enfin, à l'accueil, oui, on est... ils vous indiqueront. Voilà. Voilà, alors, ce soir, donc, nous avons décidé de cette formule de la table ronde. Souvenez-vous qu'avant les présidentielles, nous avions déjà fait aussi une table ronde, et certains d'entre vous étaient venus. Et donc, voilà, donc les trois intervenants vont prendre la parole chacun à leur tour. Donc Bruno Desi, ça se prononce comme ça. Desi, théoriquement, Désiès pour la phonétique. Voilà. Donc vous êtes conseiller régional pour le Rassemblement national. Et d'ailleurs vous étiez venu avant les élections présidentielles. Et plusieurs fois à l'occasion de conférences qui m'intéressaient. Voilà. Et Bruno Lafeuille, qui représente Debout la France et qui est venu plusieurs fois à nos réunions. Voilà. On avait bien sûr invité d'autres forces souverainistes, notamment l'UPR. On avait invité... voilà, mais voilà, mais bon, ils n'ont pas répondu. On le regrette. Voilà. Et puis donc, Fernand Dartois va présenter aussi les positions du mouvement La Restauration nationale, Centre d'Action française, sur l'Europe. Voilà, donc... Est-ce que tu veux bien commencer? Oui, bah, pourquoi pas, allez. Je vais me lancer. Donc en fait, dans les questions qui étaient posées pour ce soir, il y avait trois éléments importants, trois éléments clés sur quelle vision de l'Europe on peut avoir, quelle vision de l'Europe les uns et les autres proposent, en particulier nos grands élus, mais aussi nous, quelle vision chacun d'entre nous peut proposer. La deuxième question qui était posée, c'était celle de l'avenir, non pas de l'avenir, pardon, mais de la France elle-même et de sa dimension mondiale. Quelle est la réalité de la dimension mondiale de la France?
et de sa dimension européenne. Et puis la troisième question qui se pose à nous, c'est la question de l'avenir de la France au sein de l'Union européenne. Alors puisque c'est moi qui commence, je propose d'aborder le premier point, et puis je passerai ensuite la parole à mes collègues. Ce que je suggérais, parce que comme c'est un vaste sujet, je suggérais qu'on n'aille pas trop dans le détail. Ça me semble être une bonne idée. Au départ, parce qu'après, il y aura forcément des interactions, parce que personne ne peut faire un cours magistral qui prendrait 2 heures facilement sur le sujet. Voilà, plusieurs cours magistraux de 2 heures. Avoir plusieurs cours magistraux. Et donc, comme ça, on pourrait interagir mutuellement, puisque finalement, on arrive à se fertiliser. Un mot choisi pour notre ami. Donc voilà, donc l'Europe. Alors, l'Europe, c'est un mot piège. C'est un mot piégeux qui est utilisé dans cette ambition-là, dans l'objectif de créer de la confusion. Parce que, en fait, quand on dit Europe, à quoi pense-t-on? Alors évidemment, récemment, quand on a parlé du Brexit, on a dit l'Angleterre a quitté l'Europe, mais alors, l'Europe, sauf erreur de ma part, les îles britanniques ne vont pas se retrouver au milieu de l'Asie, au milieu des Amériques, ou au milieu de l'Afrique. A priori, il semblerait que, quelle que soit l'issue de la situation actuelle, les îles britanniques ne changent pas de position géographique. Et pourquoi j'aborde ce point? Parce qu'effectivement, quand on dit l'Europe, on peut d'abord parler de l'Europe, c'est peut-être d'abord plutôt un continent. C'est le continent, la partie nord-ouest du grand ensemble Eurasiatique-Afrique qui est là, qui s'appelle l'Europe à part entière. L'Europe, c'est aussi une civilisation portée par notre dimension chrétienne et notre dimension grecque, notre héritage grec, et puis scandinave, slave, on va dire, germanique pour la partie nord-est, nord et nord-est. C'est une Europe qui a existé historiquement, qui a, par son morcellement, par le fait que l'Europe, ce soit un grand nombre de pays historiques, géographiques, a pu résister à un certain nombre d'invasions. Je pense à l'invasion arabe au Moyen-Âge et puis l'invasion ottomane à partir de la Renaissance, même si évidemment elles ont avancé, elles ont fini par refluer. Mais il y a quand même une dimension au niveau historique et cet aspect morcellement qui fait que si nous avions été un grand empire déjà à l'époque, sans doute aurions-nous moins résisté. Les Russes qui ont connu la domination moghole en savent quelque chose. Donc voilà, cette Europe-là, l'Europe continent, l'Europe civilisation, c'est quelque chose qui existe depuis 2500 ans. Et je pense que ce point-là, l'Europe, on ne peut qu'y être attaché. Après, quand on utilise le mot Europe, en fait, souvent, on utilise le mot Europe pour un autre terme qui s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne qui a succédé à la communauté européenne, économique européenne, qui était la fusion de la communauté européenne et de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette Union européenne constituée de 28 pays avec des traités, commencé par le traité de Maastricht, qui a mis dans le marbre cette notion d'Union européenne, à partir donc, de 1993, date de son entrée en vigueur, et puis qui a été renforcée par les traités d'Amsterdam, de Nice, et puis évidemment de Lisbonne, que nous avions refusé, sous un autre nom, certes, mais que nous avions refusé, mais que nos chers députés et sénateurs ont voté dans notre dos. Donc cette Europe-là, cette Union européenne, en fait, puisqu'il faut utiliser ce terme-là, cette Union européenne-là, a priori, c'est quelque chose, en tout cas nous à l'Action française, dont on ne veut pas. Puis après, quand on dit Europe, il y a d'autres choses, il y a d'autres entités européennes, la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme vient de nous autoriser gentiment à expulser un Algérien. Marine Le Pen s'est exprimée à ce sujet-là, et je trouvais que son intervention était très pertinente, très juste. Il y a le Conseil de l'Europe, où il y a 47 pays dans le Conseil de l'Europe. Bref, l'Europe, quand on dit l'Europe, on ne dit rien finalement. Je ne suis pas remonté à la civilisation grecque, qui était la déesse Europe. Mais voilà. Donc pour répondre à cette question, quelle autre vision de l'Europe? Alors évidemment, à l'Action française, notre vision de l'Europe, c'est certainement pas la vision de l'Union européenne, mais plutôt de l'Europe civilisation, l'Europe des nations, l'Europe des États qui se sont constitués, qui ont existé tout au long du temps. Donc, je vais céder la parole à mon voisin pour... Introduction parfaite. J'ai essayé de pas répéter ce qui a été dit, parce qu'en fait c'est déjà plein de bon sens.
Et je vais donc peut-être compléter certaines parties selon ma vision, qui est probablement partagée également, mais qui n'a pas été exposée compte tenu du laps de temps qui est imparti. Donc je dirais d'abord qu'il faut quand même toujours revenir à l'origine et à l'histoire, ça c'est un lieu commun, et aux constances. Donc si on parle de l'Europe, enfin, le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'entité européenne, jamais oublié que ça a commencé par la communauté, la CEE, et quand je trouvais que j'étais à l'étranger à ce moment-là, donc quand on parlait de l'Europe, on parlait de la CEE, ici. Hein. Et donc c'était tout, et dans notre tête, on savait exactement ce à quoi ça tenait, hein, c'est-à-dire, en fait, et ça c'est à mon avis très important, ni plus ni moins que le Saint-Empire romain germanique. La première CEE qui fonctionnait, c'était qui a été créée. Elle s'est créée tellement naturellement que personne ne s'en est aperçu. De la raison, c'est que c'était ni plus ni moins que le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne, la Hollande, la France et l'Italie. Et la Belgique, ce sont des États qui ont été créés, je ne dis pas artificiellement, mais un peu au XIXe siècle. Le Luxembourg est une survivance qui a gardé son indépendance justement parce que c'était un excellent tampon. Et la CEE de l'origine, c'est ni plus ni moins que le Saint-Empire romain germanique, et disons-le, ça marchait plutôt bien. Ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire que les discussions entre États étaient faciles à mettre en place. Rappelez-vous, il y avait ce qu'on appelle les fameux montants compensatoires. C'était quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'entre États, on avait des monnaies qui avaient avec des différentiels d'inflation, ce qui, vous allez voir, nous ramène à l'euro, et des différentiels d'inflation, et que, entre États européens, on se compensait, notamment en agriculture. Il y avait les montants compensatoires, c'est-à-dire que si les Hollandais nous envoyaient quelque chose, eh bien, ils étaient taxés, il y avait une régulation. Ce qui aujourd'hui est totalement aberrant, puisqu'aujourd'hui, c'est la libre circulation des capitaux, des hommes et des biens sans entrave. Eh bien, durant la CEE, il y avait les montants compensatoires, il y avait le serpent monétaire européen dans lequel les monnaies étaient réajustées régulièrement tous les 6 mois à peu près, ce qui permettait à chaque pays, en fonction de sa productivité ou de ses caractéristiques, de faire ses ajustements. Ça, c'était la CEE. Quand je dis faire ses ajustements, ça signifie que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, et j'arriverai après un peu sur l'euro, parce que c'est important, puisque c'est, à mon avis, c'est là une partie la plus grande partie du problème, c'est que les pays, en fonction de leurs caractéristiques, ne peuvent pas aujourd'hui, et dans la mesure où ils n'ont pas un budget commun, c'est le cas de l'Amérique. Hein. Aujourd'hui, la Californie paye pour le Wyoming. Ça ne choque personne en Amérique. En France, on n'imagine pas les Allemands payer pour la Grèce ou l'Espagne, ou voir les frégates espagnoles. Hein. Et pourtant, c'est ce qui se passe en Amérique. Hein. Donc, chaque pays a son budget, et personne aujourd'hui ne pense un instant supprimer cette existence. Or, tous ces pays ont des productivités différentes, des politiques budgétaires différentes et des démographies différentes. Hein. Et une monnaie n'étant pas une chose d'immanent, c'est la résultante de tout ça. À l'époque, on pouvait s'ajuster en fonction de ces situations. Pour un exemple simple, l'Allemagne, entre 2000 et 2017, n'a pas pris un habitant. Nous, on a pris 7 millions. Donc déjà, on ne peut pas avoir la même politique. Nous, en France, on a pris 7 millions. On sait d'ailleurs d'où ils viennent, mais on a pris 7 millions. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, revenir on était à la CEE, le Saint-Empire romain germanique, où les choses fonctionnaient. Et je me souviens bien, à l'étranger, on parlait de ici, hein, de CEE. Et un jour, on est passé à l'UE. Et je dirais que vous et moi, on s'en est même pas aperçu. Donc il y a des gens qui ont pensé ça, et ça s'est passé à l'occasion du traité de Maastricht, et on a basculé dans l'UE, l'Union européenne, qui n'a plus rien à voir avec le projet initial. Bon, je fais court pour passer sur l'affaire du traité de Lisbonne, qui n'est finalement que l'accélération de cette mutation, dans un État fédéraliste qui n'a plus de racines historiques, puisque du Saint-Empire romain germanique, on a rajouté, et certains sont bien sympathiques, mais n'en faisaient pas partie,
la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, etc. Hein. Et on en arrive à la situation présente, avec des décisions à l'unanimité. Bon, je ne m'appesantis pas, vous connaissez tous le problème. Concernant le Front National, vous avez suivi les dernières élections, qui étaient très, on va dire, controversées, en ce sens que les personnes en présence avaient des positions extrêmement contrastées. En l'occurrence, Macron, Marine Le Pen, qui est arrivé au deuxième tour. Et bien entendu, on tenait un discours de Frexit et de sortie de l'euro. Et qu'aujourd'hui, on vous tient un discours différent. Alors comment expliquer ça? Est-ce qu'on a tourné notre veste? Vous parlez, on va dire familièrement. Pas du tout. Pas du tout. Simplement, il faut d'abord savoir qu'il y avait ce qu'on appelle au Front National un comité économique qui s'appelle le CAPECO, Comité d'action programmatique économique, dont j'ai fait partie depuis 2010, c'est-à-dire depuis que Marine Le Pen a repris les rênes. Et on était environ une quarantaine. Et il y avait des personnes avec des expériences très variées. Moi, j'aime bien l'expérience internationale, mais vous aviez un directeur de financier du CAC 40, par exemple. Là, vous aviez des grands avocats parisiens, vous aviez ce genre de personnes qui, ayant traité, on pouvait traiter beaucoup de sujets, voire tous les sujets du domaine économique, de la macro, jusqu'à la question, par exemple, de ce qu'on appelle la petite entreprise, hein, de façon, on va dire, protectrice, mais ce n'est pas le cas, parce que la TPE hein, est l'entreprise intermédiaire de demain, qui elle-même est la future entreprise du CAC 40. Hein. Donc, quand on parle de petite entreprise, on est derrière, en fait, la base de l'économie. Et donc, il y avait les deux écoles, je m'en étais expliqué lors d'une émission de télévision, pendant la campagne de 2017, il y avait les deux écoles. Mais nous avions, ce qui arrive dans les partis, parfois des blocages, hein, ou du moins des personnes qui occupent plus de place qu'ils ne le devraient. Ça aussi, bon, bah, le chef a sa responsabilité. Hein. Et donc on avait Philippot qui, lui, avait sa vision que vous connaissez tous. Je ne vous cache pas qu'au CAPECO, il y avait des personnes qui avaient une vision différente, qui disaient il faut être plus malin. Hein. Et quand je disais plus malin, pourquoi? Parce que moi j'ai vécu longtemps à Singapour, qui est un pays qui a épousé la mondialisation, mais comme dirait vulgairement Jean-Marie Le Pen, il ne la prend pas les mains attachées dans le dos, les jambes écartées. C'est-à-dire qu'ils savent prendre ce qui est bien et protéger leurs intérêts nationaux. Hein. Et donc, quand on parlait par exemple, de sortir de l'euro, j'ai dit, oui, attendez, vous sortez de l'euro, mais quand vous dites que vous allez sortir de l'euro, vous annoncez à l'avance une dévaluation. Personne, aucune dévaluation s'annonce à l'avance. Donc c'est très maladroit. Or, il y a d'autres façons de contourner le sujet. On fait ça à la chinoise. Hein, si on a lu Sun Tzu, hein, les 13 articles de l'art de la guerre. Hein, non, on est pour l'euro. On est pour l'euro, mais en revanche, on trouve que c'est normal qu'on emprunte directement à la Banque centrale. Au lieu d'emprunter, au lieu que ce soit la Banque centrale qui fasse de la planche à billets, hein, ce qui se passe actuellement à raison de 100 milliards par mois. Hein, donc la Banque centrale, hein, elle crée de l'argent qui va dans les banques nous le prêtent et on paye un intérêt aux banques. Alors, je trouve que ce serait plus intelligent que la banque nous prête à nous, qu'on paye des intérêts à la Banque centrale et comme on est actionnaire de la Banque centrale, elle nous reverse les intérêts, ce qu'on faisait avant. Voilà. Et si vous faites ça, vous n'êtes pas contre l'euro, mais vous le faites sauter. Parce que jamais les Allemands vont l'accepter. Oui. Voilà. Et c'est ça la finesse. Hein. Et malheureusement, bon, bah, les partis fonctionnent comme ils fonctionnent, et on n'est pas les seuls dans ce cas-là, il suffit de voir les Républicains. Hein, je parle pas du reste. Voilà, donc on s'est retrouvé avec cet argumentaire aux élections, et ça nous a coûté certainement un pourcentage de voix. Voilà. Donc, ayant tiré les leçons de cette situation, et en plus disposant d'une situation radicalement différente avec l'arrivée au pouvoir dans un certain nombre de pays, de personnes qui appartiennent à notre famille de pensée, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, demain l'Espagne probablement, ou en partie, en tous les cas, des pourcentages de vote
très significatifs dans des pays qui sont à la proportionnelle, je le rappelle, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, ça fait longtemps qu'elle est pratiquement ralliée. On peut se permettre d'avoir une vision différente. Dire l'Europe, ou du moins un travail je dirais un fonctionnement des pays européens la main dans la main, c'est possible, sur des grands projets, c'est possible, sans pour autant passer par l'UE telle qu'elle existe, telle qu'elle a été conçue, et donc qu'on puisse réformer l'Europe de l'intérieur, même si, personnellement, j'ai des doutes. J'ai des doutes par rapport aux infrastructures et aux intérêts qui ont été mis en place. Ce sera très très compliqué. On parlera beaucoup plus de démantèlement que de réforme de l'intérieur. Ça c'est mon avis. Pour en revenir donc à notre discours maintenant, qui n'est plus pro-Frexit et qui va choquer un Asselineau, disons clairement que c'est... je reprendrai l'exemple du général de Gaulle. Quand il a pris le pouvoir par un coup d'État, il faut quand même le rappeler, en 1958, est-ce qu'il a dit, avant de prendre le pouvoir, qu'il allait sortir de l'OTAN? Bien évidemment non. Est-ce qu'il a dit qu'il allait abandonner l'Algérie? Bien évidemment non. Il a d'abord pris le pouvoir, et après il a appliqué sa politique, qu'il n'avait peut-être pas forcément en tête. À ce moment, l'OTAN c'est certain, ça c'est sûr, l'OTAN... L'affaire était pliée. Mais l'Algérie, il a peut-être mis 1 ou 2 ans avant de se convaincre qu'il fallait partir. Ça encore, c'est une appréciation personnelle. Mais une chose est certaine, c'est qu'en 1958, il n'annonçait pas les mauvaises nouvelles. Il annonçait les bonnes nouvelles. Et donc, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est vous ne pouvez pas, dans une élection, annoncer une catastrophe, ni une dévaluation. C'est pas possible. Donc, si vous voulez, à un moment, arriver au pouvoir, il faut... il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que vous allez tromper votre électorat. Vous arrivez avec une vision... oui, je vois monsieur qui hoche de la tête. Vous arrivez avec... Ce qui compte, c'est votre intention. C'est où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Est-ce que vous voulez restaurer la souveraineté française? Si vous avez ça en tête, vous serez mathématiquement obligé de prendre un certain nombre de décisions qui vont dans ce sens et qui sont peut-être éventuellement, comme je vous le disais, l'euro, on est d'accord, mais on veut emprunter à la Banque centrale. Oui, je conclus. Donc, voilà. Donc, j'ai lancé la balle un peu sur le sujet. Je vous ai donné, moi, le fond de ma pensée, qui n'est pas forcément comment dirais-je, la ligne exacte du parti, mais je pense que quand je parle à tous les gens qui sont autour de moi, on est très proche sur ce sujet. Le point précédent, c'est restauration de la souveraineté française. Après, comment on le fera, c'est la question. Oui, je partage l'essentiel de ce qui a été dit. Je voudrais dire quelle est la vision pour sortir de cette confusion qu'on a semée volontairement en ce qui concerne l'Europe. Est-ce que c'est l'Union européenne? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis pro-européen, est-ce que je suis forcément pour l'Union européenne? Alors, je pense qu'il faut avoir recours à des images. Nicolas Dupont-Aignan, il a recours à l'image du syndic de copropriété. Il dit, voilà, l'Union européenne, c'est un syndic, un mauvais syndic de copropriété, qui s'est arrogé le pouvoir de vous donner l'ordre d'enlever les serrures de vos appartements. Vous devez laisser rentrer qui est arrivé au bas de l'immeuble et tout le monde connaît le code, il n'y a pas de problème. Donc, et vous devez même laisser votre frigo à disposition de celui qui s'invite chez vous. Voilà. C'est une image qui a le mérite du concret. Personnellement, pour expliquer cette situation à laquelle nous en sommes venus, il y a une autre image qui s'est imposée à mon esprit depuis quelque temps, c'est celle du paquebot
au départ, l'idée européenne, on s'embarque sur un paquebot, c'est formidable, le paquebot Europe, on s'embarque dans un projet magnifique. Et puis, figurez-vous, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que le navire a changé de direction du tout au tout. D'ailleurs, sur la mer, on s'en rend pas vraiment compte, ça peut être très progressif, on n'a pas de repère, et donc il se dirige vers toute autre chose que la destination qui était prévue. Et des bandits sont montés à bord et ont pris et se sont emparés de la passerelle. Ce sont nos fameux lobbyistes qui sont à Bruxelles et tous ceux qui leur obéissent, tous ceux qui sont aux manettes. Voilà. Alors, quels sont les commanditaires? Les commanditaires, eh bien, il faut revenir dans l'histoire de la jeunesse de l'Europe. Il faut citer ce que d'ailleurs Asselineau nous a appris et Philippe de Villiers après lui nous a appris, que par exemple nous avions un certain Walter Hallstein qui avait un projet d'Europe qui avait beaucoup plu à Hitler, et ce monsieur donc nazi qui s'est rendu aux Américains a séduit les Américains quant à ce projet. Je crois qu'il était même à la commission d'armistice française. Et oui, et il a été mis en place pour être co-signataire du traité de Rome, parce que ce projet de domination de l'Europe plaisait énormément aux Américains qui, il faut rappeler que tout de même, que lors de la conférence monétaire de Bretton Woods, à la sortie de la guerre, lorsque Keynes, l'économiste John Maynard Keynes, avait proposé une monnaie mondiale dans l'intérêt de tous les pays, une monnaie équitable, qu'il appelait le Bancor, qui était gagée sur des ressources minérales, des ressources naturelles. Eh bien, les Américains ont dit, on refuse, car nous tenons à maintenir l'hégémonie, à poursuivre donc cette hégémonie sur la planète, avec le dollar. Et on a vu le résultat. Hein. Jusqu'à, effectivement, on est passé par le Gold Exchange Standard où c'était 40 $ l'once d'or. 36. Oui, mais ça c'est... Et puis 36, ensuite 40, et puis un beau jour, je crois que c'était en 73, Nixon. on a fermé le guichet, on a dit bon, gardez vos billets, on ne va plus vous donner d'or en échange. Voilà. Alors, c'est une méthode effectivement de domination, puisque c'est une monnaie, c'est facile de fabriquer de quoi récupérer des biens venant du monde entier. C'est ce qui explique très bien Yanis Varoufakis, l'ancien ministre éphémère des Finances en Grèce. Il explique bien dans son bouquin qui est passionnant, c'est un bon économiste, il explique effectivement cette histoire de Bancor, et il explique dans son ouvrage qui s'appelle le Minotaure planétaire, cette politique des États-Unis qui, au départ, avec le plan Marshall, ils ont investi en Europe, au Japon, après la guerre, et puis ensuite, les économies étant remises sur pied, tournées à plein, et ils ont pu récupérer, acheter les marchandises avec du dollar, qui venaient de ces pays, du Japon, de l'Europe, et également réclamer, dire, mais ces dollars que vous avez gagnés là, en faisant du commerce avec nous, vous pouvez nous les confier à Wall Street, on va les faire fructifier. Ben, c'est facile, on réimprime de nouveaux dollars et on les donne, hein, c'est la fuite en avant quoi, dans la dette américaine. Le déficit et on récompense avec des dollars, hein, c'est effectivement une façon de jouer sur ce facteur hégémonie, et sans oublier le fait que
ils jouaient sur le taux d'intérêt, qu'à une certaine période, ils ont mis des taux d'intérêt très bas et ils ont incité les pays du tiers-monde, on appelait ça les pays du tiers-monde, en développement, à s'endetter. Regardez, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, vous pouvez emprunter. Et puis quelques années après, on décide de remonter les taux d'intérêt, ce qui effectivement a mis totalement à plat, hein, c'était la faillite dans les pays du tiers-monde, avec tous les tours de vis du FMI consécutifs, en disant écoutez, hein, vous êtes débiteur, eh bien il faut virer vos fonctionnaires, il faut faire des coupes-sons, d'où effectivement le chaos. Le chaos. Alors, bon, je me suis un peu perdu là. Oh, mais c'est intéressant. Mais il faut connaître la genèse de ce projet européen que De Gaulle a combattu. Parce que De Gaulle, évidemment, avait appris que les États-Unis, c'était évidemment le complexe militaro-industriel qui, mais depuis longtemps, sachant que la devise des États-Unis en économie, c'était ce qui est bon pour General Motors et bon pour les États-Unis, ce qui est une conception de l'économie tout à fait originale et qui est absolument à l'opposé de la conception de l'économie que nous, Européens, les inventeurs de l'économie, hein, avons eu. Hein. Nous savons très bien que l'économie a été inventée par les hommes pour échanger équitablement les produits de leur travail et de ce fait voir le sourire de leur acheteur et d'avoir la satisfaction du producteur qui est fier d'avoir fait un produit de qualité et de ne pas avoir grugé son client qui va revenir. Et ça, c'est le lien social et c'est évidemment le sens du travail. C'est le sens de l'effort. On retrouve toute la culture qui, effectivement, est une culture qu'il faut savoir défendre et que, malheureusement, cette escroquerie, cette prise en main du projet européen, malgré les efforts de De Gaulle, puisque De Gaulle, évidemment, a été mis sur la touche, et donc ce détournement du projet européen, ce dévoiement, nous a fait basculer dans cette conception de l'économie que cultive notre président Macron, qui lui est victime, c'est un accident du travail, le pauvre. Il a été formé par des financiers dans la dans cette conception américaine de l'économie. Il ne connaît que la satisfaction des actionnaires apatrides du monde entier. Alors, au départ, les Américains, ils étaient propriétaires de l'essentiel de la plupart des multinationales, donc ça marchait très bien pour les Américains. Et puis maintenant, ils sont en train de se rendre compte que c'est maintenant des riches actionnaires, c'est une véritable internationale qui a succédé à l'internationale socialiste qui n'était qu'un projet. Mais là, nous avons une réalité maintenant, l'internationale des riches actionnaires les plus corrompus, malheureusement, du monde entier, parce que parmi ces riches actionnaires, de Total, de Danone, de Carrefour, puisque les capitaux circulent librement, les États-Unis, cette conception de l'économie, en a décidé ainsi. Et donc, nous avons des actionnaires qui délocalisent. Ils n'ont aucun lien, ils sont apatrides. La seule patrie, c'est l'argent. Et le navire de l'Union européenne, ils l'ont dirigé vers quoi? Vers les paradis financiers, les îles au trésor, là. Ces îles au trésor, paradis financiers, les trous noirs de la finance. Et donc, il faut peut-être, si on veut que l'Europe survive, il faut effectivement, c'est ce que disent les souverainistes, hein, et notamment Nicolas Dupont-Aignan, il faut effectivement
bien sûr faire des économies, mais les économies, c'est ce qu'on donne à l'Union européenne, hein, cet équipage de formants, et puis également toutes les fraudes. Il y a les fraudes à la carte vitale, puisque, effectivement, les capitaux, tout le monde, tout ça circule, les marchandises. Vous savez, depuis le temps qu'on achète des marchandises à la Chine dans le cadre de l'Union européenne, dans une concurrence déloyale totale, eh bien, prenez l'exemple d'une... Moi, je cède, il n'y a pas de loi. Donc, je vais... C'est vrai, je reconnais, je fais comme tout le monde, j'achète l'outil électroportatif, une perceuse, à 15 €. Si j'avais la même perceuse produite en Europe, en France, eh bien, je la paierais 3, 4 ou 5 fois plus. Alors les économistes disent, oh, c'est pas grave, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça représente quoi, 10-15 €? Mais c'est rien, c'est rien. Le déficit est relativement faible. On se rattrape avec les Airbus. Ah oui, mais attendez, vous avez oublié une chose, messieurs les économistes. Hein, vous avez oublié une chose essentielle. C'est que là, si je n'achète pas l'outil qui véritablement aurait été d'ailleurs un outil de qualité, hein, 5 fois plus cher, hein, j'aurais pu payer cet outil 50 €. Hein, c'est 50 € de manque à gagner à notre industrie. Et voilà le chômage. Et voilà le chômage. Alors une fois qu'on a choisi cette orientation, évidemment, on a habitué, c'est comme une drogue, on habitue les gens à une consommation effrénée. La planète vous dit merci. Et parce que c'est les forêts, c'est les mines, c'est des hommes qui bossent comme en Chine, hein, à exploiter. Bon. Et puis c'est la violence, parce que des gens exploités, des gens malheureux, ça fait du désordre. Voilà. Ça fait... Alors, il y a plein de sujets, mais ce qui saute aux yeux, c'est l'immigration. L'immigration. L'immigration... On aborde ce point peut-être un petit peu plus tard. Enfin... Un peu plus tard. Oui, alors c'est un peu long. Je vais essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a pu évoquer. Voilà. Oui, alors pas sur les aspects. Il y a des points à approfondir. Sur les... Voilà. J'ai parlé de l'hégémonie des USA. C'est un fait ancien. Il faut le savoir. Faut le savoir que Wall Street avait financé les bolcheviks. Un document, ça a été révélé par un certain Sutton. C'est Pierre Hillard qui a fait quelque chose là-dessus. Hein. Voilà, il y a un texte là. Anthony Sutton, anglais naturalisé américain, a recherché dans les documents, dans les archives, tout ce qui montre, hein, tous les documents qui ont trait à l'aide financière, et une aide financière conséquente aux bolcheviks. Au départ, les mencheviks plus les bolcheviks, puis après ils se sont dit les bolcheviks. Pourquoi? Parce que l'argent est un objectif en soi, voilà, pour les Américains. C'est quelqu'un qui, quand je dis Wall Street, c'est quelqu'un qui avait fait fortune au Klondike, mine d'or. Et puis après, il s'est dit l'or, mais il y a le cuivre aussi. Et c'était les mines de l'Altaï qui visaient, en aidant les bolcheviks. Il voulait mettre la main sur les mines de l'Altaï. Bon, ça lui va profiter. Et puis, Hitler aussi. Parce que IG Farben, l'essence synthétique, il y a plein de choses qui ont été financées. Sinon, c'est la Standard Oil, hein, l'essence synthétique, Standard Oil, qui a passé le procédé aux Allemands. Voilà. Ah ben, l'argent, c'est un but en soi. Hein. Le devenir de la planète, non. Après nous, le déluge. Comme si l'argent, c'était un moyen de ne pas mourir. Ça permet de financer les deux parties qui vont se taper dessus et au bénéfice du troisième larron. Alors, j'en finis. Je retombe sur l'Europe, là. Il faut peut-être, à ce moment-là, au Parlement européen, informer. C'est un lieu de débat. Donc, c'est peut-être un lieu pour informer nos pays
ex-pays de l'Est, de la manœuvre des États-Unis qui consiste à mettre chez eux des armes, à asticoter les Russes, à travers, vous savez, la crise ukrainienne. Ça a été fomenté par la CIA. La CIA qui n'en était pas à son premier forfait, puisqu'ils se sont entraînés en Amérique latine en faisant les républiques bananières, et notre Europe, l'objectif, nous sommes déjà presque des républiques bananières. C'est l'Union européenne qui veut ça. Nous sommes des républiques bananières. Hein? C'est l'argent qui commande, c'est la plutocratie. La démocratie disparaît. Elle est illusoire. Alors, c'est évident qu'on est loin là. Hein. Il faut ramer pour en sortir. Voilà, alors en sortir, ça va te faire plaisir, hein, René. Ok. Je peux m'exprimer si vous voulez. Maintenant, comme je dis, je vais le dire tout de suite parce que bon, c'est un truc qui est important. Il faut quand même parler de comment on est élu au niveau de l'Europe et que d'y aller en rang divisé, ça va faire le jeu comme Macron est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire que personne n'aura de place et c'est ceux qui auront leur majorité suffisante qui y seront. Voilà, plus on se divise, moins il y aura des candidats. Voilà. C'est pas très grave, c'est proportionnel. Proportionnel, la commission d'avoir un certain niveau, même à la proportionnelle. Si je peux, je vais essayer de résumer un petit peu ce qui a été dit. Donc, sur l'aspect, la vision de l'Europe, la vision que j'ai portée, en tout cas j'ai présentée sur la dimension géographique, historique, civilisationnelle, donc de l'Europe continent, qui n'a rien à voir entre guillemets avec l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union européenne ne revêt pas les mêmes frontières. Je reviendrai juste sur un point finalement la fondation du traité de Rome en 1957, où effectivement on avait six États membres, Benelux, Allemagne, Italie et France. C'était plus la résurrection de l'empire de Charlemagne que du Saint-Empire romain germanique. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est pas tout à fait la même chose parce que la France s'est constituée contre l'Empire. Deutsche Olige Romanische Reich. Oui. Mais la France s'est constituée contre l'Empire. Et en fait. Ah non, ça je suis pas d'accord. Non. Je vais essayer de. Non, Charlemagne, à sa mort, a divisé l'Empire en trois parties. Avec la Neustrie, l'Austrasie et la dernière, je me souviens. Et la Lotharingie. Lotharingie, voilà, qui était la Lorraine. Occidentale et Francie orientale et Lotharingie au milieu. Il a Lotharingie au milieu. Voilà. Donc après, ce sont ses fils qui. Et puis en plus, après, les réalités ethniques pures. Qui ont fait qu'après ça, on s'est affronté. Et que, effectivement, ce qu'on appelait après le Saint-Empire romain germanique, était effectivement la maison des Habsbourg, essentiellement, et donc était effectivement germanique, et qu'on s'est battu, on a eu des rivalités, le temps que les frontières se stabilisent, jusqu'au siècle dernier. Je suis d'accord avec vous, mais la trame de départ, c'est bien l'Empire de Charlemagne. De Charlemagne, mais pas le Saint-Empire romain germanique. Alors, admettons effectivement que Charlemagne n'ait pas fondé le Saint-Empire romain germanique. Voilà, c'était un peu le... Alors après, vous avez beaucoup évoqué les aspects économiques. Donc, effectivement, je pense que c'est un point important, cette dimension économique. Et effectivement, la dimension... volontaire des États-Unis de dominer par le biais de l'argent, de sa monnaie. Vous êtes revenu sur les accords de Bretton Woods, vous avez évoqué leur suppression en 1973. On aurait pu l'abandon de la parité or, mais la suppression, non. Oui, l'abandon effectivement de la parité or, vous avez tout à fait raison. On aurait pu évoquer aussi les lois qui ont été votées par l'ensemble des pays de l'OCDE à cette époque-là, qui en France a été votée le 3 janvier 1973, où on a arrêté d'emprunter à la Banque centrale, ce que vous évoquiez par ailleurs dans votre intervention. Et comme par hasard, effectivement, c'est une période où on avait été effectivement drogué à l'argent américain, et d'un seul coup, tout s'est arrêté, et la crise est survenue. Et moi qui suis né en 1974, je n'ai connu que la crise depuis cette époque. Je pense qu'effectivement, vous avez évoqué aussi Wall Street et la dimension, la vision de l'argent
comme étant l'alpha et oméga du monde. Wall Street s'est constitué, c'est Pierre Jovanovic qui en parle, s'est constitué à l'endroit où on faisait le marché des esclaves à l'époque du marché triangulaire. Donc la genèse de Wall Street, c'est le marché des esclaves. Tout est peut-être dit dans cette phrase, en tout cas par rapport à Wall Street. Je pense qu'effectivement, sur cette question de que faire plus tard par rapport à cette question de Frexit ou pas Frexit, on y reviendra sur la troisième partie. Je voudrais juste vous lire deux interventions, deux éléments qui vont aller dans le sens que vous évoquiez sur les fondements de l'Union européenne. Donc un article qui est paru le 19 septembre 2000 dans le Daily Telegraph, à la suite de l'ouverture de documents qui avaient été déclassifiés. Quel était le journaliste? Ah, je n'ai pas le nom du journaliste. C'est pas le fameux Ambrose Evans Pritchard? C'est possible. Vous le suivez, non? Non, pas spécialement. Enfin, je vous recommande, sur le Télégraphe, si vous lisez l'anglais, vous lisez les chroniques, ou du moins les articles de fond que publie Ambrose Evans Pritchard. Okay, c'est un gars qui parle en français, anglais, allemand, c'est remarquable. Il a accès à énormément d'informations et alors il est un peu cassant parce qu'effectivement en ce moment on se demande tous quand est-ce que la musique va s'arrêter, hein, quand l'orchestre va s'arrêter de jouer. Avec 250 000 milliards de dettes, on sait très bien qu'un jour ça va s'arrêter. On ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce que fera l'or dans ces situations. Bref, il y a des personnes qui vous alertent du caractère artificiel de l'économie dans lequel on est. Et l'un d'entre eux, c'est Ambrose Evans Pritchard. Alors, il faut toujours faire attention, parce que si on l'écoute, on arrête tout. Enfin, pas tout à fait, mais on devient tellement prudent qu'on ne fait plus rien. Et comme disait un certain nombre de personnes, hein, une horloge arrêtée marque l'heure exacte 2 fois par jour. Hein. Donc, oui, un jour, le dollar va tomber à 5, hein, à 5 euros, mais... non, c'était du temps du franc, hein, il passait de 5 à 10. Hein. Oui, mais quand hein. Et puis un jour il fera 10, oui, mais quand hein. Bon. Et ça, c'est tous les 20 ans que ça se produit. Donc on ne peut pas non plus se caler uniquement... C'est une question de confiance. Hein. Parce que maintenant, le dollar, en fait, si tout le monde décidait que le dollar ne vaut plus rien... Oui. Ben oui. Oui, mais la question, ça repasse par quoi? C'est là qu'on peut penser à l'euro. Exactement. Et donc, pour en venir donc, à cette question, voilà, effectivement, c'était très bien dit. Donc, du fait que ce fameux Ambrose Evans Pritchard, je vous donne une expérience personnelle. J'étais en situation... Parce que, pourquoi il faut le lire? Parce que, notamment sur le Brexit, il y a eu des réflexions très intéressantes. Alors, il se trouve que j'ai vécu 6 ans à Singapour, donc je connais bien ce qui s'est passé à Singapour quand ils ont décidé de quitter la Fédération malaise pour devenir un des États les plus performants du monde. À l'époque, ils ont pris un risque énorme. Hein, ils ont compté sur eux, sur les hommes, d'un pays qui vivait d'entrepôts. C'est un entrepôt par lequel arrivaient les matières premières d'Indonésie, de Malaisie, etc., qui étaient réexpédiées parce qu'ils avaient des facilités portuaires. Hein, et de commerce d'entrepôts, ils sont devenus de la haute technologie, etc. Et donc il y avait des hommes avec une vision. Néanmoins, ils ont pris un risque. Et Ambrose Evans Pritchard met en parallèle la décision de Singapour de quitter la Fédération malaise, avec tout ce que ça comportait de risques, mais également de sécurité s'ils y restaient, de relative sécurité, et de prendre leur indépendance parce qu'ils avaient confiance en eux. Et l'Angleterre est exactement dans la même situation aujourd'hui. Je ne blâme pas les Anglais, ils vivent selon leurs intérêts. Moi, ce que je blâme, c'est nos dirigeants qui sont prêts à aller donner notre siège à l'ONU à l'Allemagne aujourd'hui. Tout à fait. Et pareil, les Américains, ils vivent selon leurs intérêts. C'est à nous de nous protéger. Ou de faire en sorte que... Et il y a des pays qui le font très très bien. Même les Allemands par rapport aux Américains, ils s'en sortent très très bien. Quand il y a 2-3 ans, l'Allemagne a dit « je rapatrie mon or », 400 tonnes, et que les Américains ont dit « on n'a pas l'or ». On n'a pas l'or. On n'a pas les 400 tonnes. À Fort Knox, ils n'ont pas l'or. Ils sont censés en avoir 8000 tonnes, mais ils n'ont pas les 400 tonnes pour l'Allemagne. L'Allemagne le rapatrie par petits bouts, par 40 tonnes, quand il y a de l'or qui arrive à rentrer. Voilà. Donc, ben nous, en échange, on a Sarkozy qui a vendu 2500 tonnes d'or à 90, à l'époque, le Louis était à 90, il vaut maintenant 200. Et donc on avait 3000 tonnes d'or, il nous reste 2500. Aujourd'hui, l'Allemagne a 3500 tonnes d'or, et elle a autorisé ses citoyens à acheter de l'or. Conclusion, aujourd'hui, le particulier allemand a 5500 tonnes d'or pour faire face à une crise.
Hein. Et en Allemagne, en France, vous allez payer 8% de taxes quand vous vendez votre or. En Allemagne, il y a 0 taxe à l'achat, 0 taxe à la vente, et vous l'achetez en cash illimité. En France, à 500 €, il faut le déclarer. Et encore, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est même 0, hein, depuis Sarkozy. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des pays qui font avancer leurs intérêts avec des visions, vous avez bien dit, hein, les États-Unis, la destinée manifeste, etc. Je rappelle quelque chose quand même. Comment on peut être à la fois cynique, mais malgré tout, c'est-à-dire en fait impliquer ses intérêts, quoi qu'il arrive, y compris dans les situations les plus tragiques. En 1942, lors du fameux traité de l'Atlantique, entre Winston Churchill et Roosevelt, les États-Unis sont venus au secours de l'Angleterre, oui. Seulement les Anglais ont donné toute la technologie des réacteurs, c'est comme ça que les Américains font des réacteurs, Pratt & Whitney, etc. Ils ont ouvert toutes leurs frontières, tout leur périmètre comment dirais-je, d'accords commerciaux, autrement dit coloniaux, hein, au code de Commonwealth, ils ont tout donné aux Américains. C'était ça la condition pour avoir 100 destroyers en pré-bail et l'avenue des Américains. Il n'y a pas eu de cadeau. Il n'y a pas eu de cadeau. Alors je continue simplement des choses importantes parce que vous avez cité la question du dollar hein, et de la suspension 73 de la conversion du dollar en or. Et donc effectivement De Gaulle était le seul homme d'État à avoir compris cette situation parce qu'il travaillait étroitement avec un économiste qui s'appelait Jacques Rueff. Et Jacques Rueff avait avait expliqué le phénomène économique qui se passait avec le dollar, c'est-à-dire que les Américains, oui, le dollar was as good as gold, hein, jusqu'en 73, c'est-à-dire qu'on échangeait le dollar instantanément contre 36 $ l'once, sauf que personne n'avait l'idée d'aller demander l'once d'or, parce que qu'est-ce que vous faites de l'or? Rien du tout. Avec le dollar, on peut continuer à l'utiliser. Donc c'était purement théorique, ces 36 $. Et De Gaulle, lui, en 62, je crois, a dit, ben oui, c'est très bien, mais mes dollars, avec lesquels vous avez acheté des entreprises françaises, par exemple Kodak, avait racheté les Frères Lumière, qui étaient les leaders, à l'époque, avant la guerre, des films et de toute cette industrie du cinéma qu'ils avaient créé. Ça a été racheté pour une bouchette, avec du dollar, c'est-à-dire avec une planche à billets, avec une photocopieuse, hein, ils n'en avaient pas à l'époque, mais ça correspondait, une Doranéo, hein, ils ont acheté, Frères Lumière. Le dollar, il dit, bah, écoutez, comme à l'époque on ne conservait pas les dollars, mais on les remettait à la Banque centrale, hein, eh bien, la banque, un jour De Gaulle a dit, bah, moi, tous ces dollars, je vous les donne, vous allez me donner l'or. Il l'a fait plusieurs fois. Oui. Et il l'a fait plusieurs fois. Hein, et donc, Jacques Rueff avait appelé cette façon de créer du dollar, et créant un déficit par définition, le déficit sampleur, puisqu'effectivement, il créait du dollar, vous achetiez, le dollar allait à la banque centrale, comme elle ne savait pas comment faire, elle le reprêtait en Amérique, et automatiquement, les comptes américains étaient équilibrés. Hein, sauf que vous avez perdu l'usine. Et ça s'est passé de nouveau pour General Electric. General Electric a acheté Alstom 10 milliards, 50 milliards de commandes avec une photocopieuse et une ramette de A4. Hein? Pourquoi? Parce que il faut dire quand même, oui. Quand même que, avec la collaboration que Patrick Cron, oui. Il a eu des sueurs froides. Je l'ai connu, hein, tout ce qu'il était mon voisin de bureau. Patrick Cron, directeur de l'Alstom, qui avait son directeur aux États-Unis en prison. Oui. En prison, méthode japonaise. Hein. Et les Américains lui ont dit, de toute façon, si vous mettez un pied aux États-Unis, en cabane, pareil. Alors, il y a un moyen de vous en sortir, parce que là, on va vous infliger une amende terrible, puisque vous avez fait une transaction en dollars. Dollars, c'est nous. Donc, on a le droit de regard. Et on a vu que vous aviez donné un dessous de table, parce qu'à l'époque, pour vendre quoi que ce soit dans le monde, il fallait arroser. Il fallait arroser. Sinon, c'était le concurrent. Ça n'a pas changé, hein, Bruno. Comment? Ça n'a pas changé, Bruno. Bon, oui. Oui. Alors, évidemment, le couteau sous la gorge, il a bien été obligé de céder et de laisser pour pas grand-chose Alstom, hein, les turbines, tout ça,
pour un prix dérisoire, racheté par General Electric. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement violent, et ça renseigne bien sur la nécessité peut-être de réagir en ce qui concerne l'Europe. Et finalement, évidemment, l'euro n'était pas très satisfaisant du point de vue du creusement, parce que l'euro creuse les inégalités en Europe. L'Allemagne fait de plus en plus accumule de plus en plus d'euros, et puis la Grèce, on a vu, et puis les pays du Sud font des dettes. Et ça, c'est effectivement l'impossibilité de dévaluer sa monnaie qui nous conduit à ça. Bon, gros problème de l'euro, ce qui poussait à en sortir. Alors maintenant, les gens sont habitués à l'euro, ils sont accrochés comme à la drogue. C'est tellement facile, je vais en Italie, je n'ai pas à changer, c'est formidable. Ils y tiennent, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gros inconvénients. Alors, mais néanmoins, il faut peut-être voir le verre à moitié plein et se dire que peut-être qu'un jour à venir, ça serait bien si on pouvait faire de l'euro une monnaie qui soit sur le modèle du Bancor. Si on avait l'idée de gager l'euro sur des ressources, des vraies ressources minérales, des choses qui sont tangibles. Et donc de retrouver ce projet de Bancor et de dire c'est l'euro qui peut très bien. Et à ce moment-là, on peut avoir de la crédibilité et rassurer les clients internationaux. Hein. C'est Varoufakis, dans son bouquin, qui signale que Strauss-Kahn avait fait une déclaration lorsqu'il était au FMI. Il a fait une déclaration sur une radio anglaise. À la fin de sa déclaration, à la fin de l'émission, donc cette déclaration, c'était de dire nous étudions le Bancor, nous avons un projet sérieux de remise en route d'un projet Bancor. Les grandes oreilles ont capté ça. 3 semaines après, Sofitel, tiens. On connaît les faiblesses de la personne, et ben on va s'en servir. Voilà, c'est intéressant. Pour rebondir et donc terminer sur cette première partie sur la domination en l'occurrence européenne, donc l'article du Télégraphe, donc qui a été écrit en l'an 2000 et qui reprenait donc des documents déclassifiés du gouvernement américain. Donc voici ce qu'il disait. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, le Comité américain pour les États-Unis d'Europe, provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que des milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État y jouait également un rôle. Une note est maintenant de la direction Europe, de ce fameux comité, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la CEE, Robert Marjolin, de poursuivre subrepticement l'objectif d'une union monétaire, 1965. Cette note recommande d'empêcher tout débat, jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc ça, c'est paru dans le Daily Telegraph, hein, c'est pas du complotisme. C'est François Asselineau, qui n'est pas là ce soir non plus, mais on l'aura beaucoup cité, qui a exhumé cet élément. Et un autre article, donc là paru dans le Paris Match de octobre 1951, qui est une interview d'Eisenhower. Et voici ce que dit Eisenhower. En 1951, donc la communauté, enfin le traité de Rome n'a pas encore été signé. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États-Unis d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, etc. Et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme une fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Dwight Eisenhower, 1951. Il n'est pas encore président. Il était encore président. Non, il n'était pas encore président. Mais bon. Alors, je propose d'attaquer le deuxième point, qui était la dimension mondiale de la France.
en reprenant Paul-Marie Couteau dans ma conférence sur la constitution historique de la France, j'avais mis en avant les 6 axes, les 6 impératifs mondiaux de la France. Ces 6 composantes, 3 composantes maritimes et 3 composantes continentales. Les 3 composantes maritimes étant la Méditerranée, tournée vers le berceau de l'humanité, la mer du Nord, vers le monde anglo-saxon, et puis l'Atlantique, pour le monde outre-mer lointain. Puis les axes terrestres, avec le Rhin, qui est notre lien avec le monde germanique, les Alpes, qui nous fait un lien vers les Balkans, et puis les Pyrénées pour la péninsule ibérique. Pourquoi j'évoque ça? Parce que la France, c'est un pays qui a une dimension mondiale. Nous avons la 2e zone exclusive maritime au monde. Par les DOM-TOM, on est présent sur l'ensemble du monde, du globe. Nos anciens empires coloniaux nous permettent d'avoir des relations avec des pays dans le monde entier. Nos soldats, d'ailleurs, sont déployés dans beaucoup de théâtres africains, souvent dans le cadre d'accords bilatéraux. On a la francophonie. Aujourd'hui, la France, le français est la 6e langue parlée dans le monde. Et au train où vont les choses avec le développement des pays africains. Elle fut la première, oui, elle fut la première. Et pourquoi j'évoque ça? Parce que elle a peut-être rétrogradé, mais avec le développement des pays africains, dans un horizon de moins de 50 ans, d'une trentaine d'années, il est probable, compte tenu que la démographie est la seule science réellement exacte, qu'elle soit la 3e langue du monde, parlée dans le monde. Donc c'est pas le français n'est pas fini, c'est pas une langue finie. Et puis la France, c'est aussi la fille aînée de l'Église. Elle a une vocation par rapport à ça. Elle a cette vocation de fille aînée de l'Église, de faire le lien avec les différentes entités chrétiennes, catholiques, orthodoxes ou même protestantes. Alors, bien sûr, c'est avant tout le rôle de l'Église de faire ça, mais le rôle de la France peut être d'y participer. Bref, pourquoi j'évoque ça? Parce que, à mon sens, l'Union européenne, c'est un projet beaucoup trop petit pour la France, qui a une dimension réellement mondiale et qui, depuis toujours, a montré qu'elle avait cette dimension mondiale. Je laisse donc la parole à mes voisins. C'est gentil. Moi, je vais avoir peur de vous décevoir. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à l'étranger, en Asie. Je suis arrivé, la France en 80 était 3e exportateur mondial, oui, à peu près. Je crois même, je ne sais pas si on n'était pas devant les États-Unis, parce que les États-Unis exportaient peu, donc il y avait Allemagne, Japon, France. C'était 3e exportateur mondial et on était, tout le Français à l'étranger, il devrait le savoir, il est riche. Il est riche parce qu'il y a Notre-Dame derrière, il y a le Louvre, etc., ce que d'autres pays n'ont pas. Donc on était, on va dire, assez heureux, enfin, je ne dis pas qu'on était en terrain conquis, mais on était tout à fait à l'aise et je dirais, confiant. Voilà, confiant, et on avait une assurance naturelle qui n'était pas une arrogance. Moi, je pense que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, malheureusement, c'est fini. Ça a commencé en 81. Il faudra des décennies, en supposant qu'on se raccroche aux branches en 2020, il faudra des décennies pour remonter ça. Il faudra... avec 12 millions d'immigrés en France, 15 millions de musulmans, je ne parle même pas d'immigrés, de musulmans, je veux dire, bon, il y a peut-être des façons de s'en sortir, mais je ne sais pas lesquelles. Hein. Mais tant qu'on les aura, on continuera de descendre, parce que c'est un point mort qui nous emmène au fond. Ouais. Alors, concernant la francophonie, j'ai effectivement connu cette époque où, à Singapour, la 2e langue est étudiée. Et pourquoi je prends l'exemple de Singapour? C'est d'abord parce que j'y ai passé 6 ans et que c'est quand même un pays de référence. Le français est effectivement appris, etc. C'était pour le moment la 2e langue étrangère qui a été parlée. Les dirigeants regardaient avec envie notre administration et l'ENA, mais à la réflexion, ils n'ont jamais mis en place chez eux, et je pense qu'ils avaient raison, parce qu'eux, c'était des gens intelligents qui réfléchissaient. Je pense que le français, aujourd'hui, il est en perdition totale, mais d'abord par nous. Hein, il suffit de regarder la télévision, avec les anglicismes qu'on laisse glisser partout, hein, le punchline, le machin. Moi, c'est pas compliqué, je suis bilingue, hein, donc ça me fait pas peur, hein, mais c'est absurde, un crash, non, c'est un écrasement, hein, et ça repose bien souvent sur la croyance des journalistes
la croyance qu'ils possèdent l'anglais. Oui, oui, oui. Mais en réalité, oui, tout à fait. Ils ne savent pas traduire. Une fausse voilà. Voilà, et donc ils prennent un mot anglais alors qu'il y a l'équivalent en français, et souvent le mot anglais est mal traduit. Tout à fait. Il est mal traduit, ils le comprennent à l'envers. Et alors, donc pour en revenir à la francophonie, donc bien sûr on a ça, on a par exemple l'écriture inclusive, et qu'est-ce que je viens de voir, d'ailleurs je me réserve éventuellement de faire un article dans Boulevard Voltaire, eh bien je viens de recevoir une annonce, parce qu'on est copié à la région, sur les offres d'emploi, et ils font une offre d'emploi inclusive, c'est-à-dire des ingénieurs, un point E, au lieu de mettre HF, hein, si on veut que ce soit homme-femme, après tout, pourquoi pas, si encore dans cet esprit, le fait qu'une femme ne puisse pas devenir ingénieur, qui sont des âneries d'ailleurs, hein, mais HF, à ingénieur, hein, parce que ingénieur c'est masculin, c'est comme ça. Hein. Moi je suis une personne, je ne suis pas un person. Hein. Voilà. Donc, et un bébé, c'est pas une bébé. Hein. Et une sentinelle, c'est pas un sentinelle parce que c'est un légionnaire, il ne perd pas sa virilité pour autant. Enfin bref, il y a toute cette bêtise de la langue inclusive qui est imaginez d'apprendre la langue inclusive à un Chinois. Hein, qui lui n'a pas d'accord déjà pour commencer. Bon. Alors, je continue sur la francophonie. 6e langue du monde, elle était la première. Compter sur l'Afrique. Compter sur la... Non. Pourquoi est-ce qu'on apprend une langue? D'abord, parce qu'on l'aime, éventuellement. Hein, ça concerne qu'une minorité de personnes. Deuxièmement, parce qu'elle est utile. Est-ce que le français est utile aujourd'hui? Je ne sais pas. Il se trouve que mon épouse est vietnamienne, comme on disait autrefois, je suis hongkongais. Donc j'ai une belle famille au Vietnam, et je vais au Vietnam, j'en parle parce que j'en ai parlé, j'ai fait une intervention à ce sujet à la région. Hein. Je vais à la grande bibliothèque, librairie de Saigon, qui bourdonne parce que les Viettes, ils lisent en permanence, etc. J'ai cherché un livre français, à Saigon. Avec toute la coopération culturelle qu'on a, j'ai cherché un livre français. Vous savez ce que j'ai trouvé? Un livre français dans la plus grande librairie de Saigon, où il y a des milliers de livres. Un livre, c'est un dictionnaire, et il était rangé à côté du coréen. Voilà. Il y avait 2 linéaires d'allemand, qui, comme chacun sait, ont un long passé colonial avec le Vietnam, hein, et le reste, c'était des bouquins anglais, et de l'autre, des bouquins vietnamiens. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que dans des membres de ma famille, il y a des cadres Viet Cong qui ont eu des positions de responsabilité à Da Nang. Hein. Et donc ces personnes nous reçoivent, et c'est ce côté extraordinaire d'un Vietnamien, c'est qu'il n'y a aucune amertume. Hein. Donc dans la famille, il y avait les deux côtés. Hein. Bon, ben, on est bien obligé de se parler après. Hein. Donc ces personnes ne parlent que le vietnamien, et il parlait à mon épouse à l'occasion d'un dîner, et il lui dit, tu sais, je suis à la retraite, hein, et après, il m'a traduit, je suis à la retraite, et que je suis à la retraite, je lis beaucoup. Hein, et je lis beaucoup. Et je lis, donc qu'est-ce qu'il lit? Puisqu'il parle le vietnamien, il lit que les bouquins imprimés au Vietnam. Hein, parce que forcément, la littérature en vietnamien, elle n'est pas en Amérique, elle est au Vietnam. Et je m'intéresse à l'histoire, et j'ai beaucoup lu sur l'histoire du Vietnam, et lis l'histoire de France. Et là, il devient très sérieux, et il dit, ben, les Français, c'est un peuple formidable. Et au Vietnam, on n'a jamais dit du mal des Français. Voilà. Eh bien, avec tout ce capital de sympathie, il y a un bouquin à Saigon pour apprendre le français. Voilà. D'abord, parce qu'on ne fait pas notre boulot, hein, et 2, parce qu'on est un pays qui disparaît. C'est un fait. Et compter sur l'Afrique, je pense que très honnêtement... Tel n'était pas mon propos. Non. Hein, tel n'était pas mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que... ce que je voulais dire, c'est que si... Je me suis mal exprimé, alors. L'index qui nous permettrait de savoir si le français est une langue utile et appréciée, c'est si les pays performants l'apprennent. Hein. Aujourd'hui, les Singapouriens et les Coréens, ils apprennent l'allemand. Voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça... Et je terminais sur l'Afrique. Il se trouve que je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Air Liquide. Je reçois chaque année le rapport annuel. Le rapport annuel, depuis 30 ans, hein, l'Afrique, c'est 2% du chiffre d'affaires d'Air Liquide. 2% du chiffre d'affaires d'Air Liquide. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas y aller. Ils sont présents. Avec ces 2%, ils ont une filiale au Maroc, en Tunisie, qui est raisonnable, mais qui n'a rien à voir avec une filiale en Asie, hein, au Maroc, et peut-être une joint venture en Algérie, et ils avaient un très gros investissement en Afrique du Sud. C'était eux qui fabriquaient l'oxygène pour que l'Afrique du Sud puisse faire son essence
de synthèse avec du charbon. Hein, donc ils avaient les plus grosses usines d'oxygène là-bas. Et bien avec tout ça, ils font 2% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en Afrique aujourd'hui, et depuis 30 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une industrie, il n'y a rien. Parce que le gaz industriel est le baromètre de l'industrialisation. Le gaz industriel croît 2 fois plus vite que le rythme de la croissance. Par exemple, si en Chine, on est à 6% de croissance, la consommation de gaz industriel en Chine est 12%, parce que le gaz industriel intervient dans tous les processus de productivité, d'amélioration de la consommation d'énergie, de protection des aliments, etc. etc. Donc, là, voilà. Aujourd'hui, la francophonie, commençons déjà par parler en France, le français correctement. Après, à l'étranger, c'est le jour où notre pays aura retrouvé sa puissance industrielle, qu'aujourd'hui elle a perdue. Voilà. Malheureusement, c'est cette situation. Donc ça, c'était pour la francophonie. Il y avait aussi... Alors, il y a quand même quelques lueurs d'espoir, non pas que dans une perspective agressive, mais simplement de souveraineté et de puissance, hein, au sens, on va dire, noble, de puissance, même que la Corée, voilà, la puissance, c'est qu'il nous reste une industrie qui fonctionne, c'est l'industrie de l'armement. On est l'un des 3 pays au monde qui sait faire un avion de A à Z. J'élimine la Russie et la Chine. Donc, il y a l'Amérique, l'Angleterre et nous. Sauf que l'Angleterre, elle ne le fait plus. Elle pourrait le faire, mais elle ne le fait plus. On est seul qui sait faire un avion de A à Z, performant de niveau international. On a une construction navale parfaite. On sait faire les missiles. On sait tout faire. Et on a une armée qui sait les mettre en place. Je rappelle que l'Allemagne est incapable de fournir un général à l'OTAN. L'Allemagne n'a pas de personnes qui peuvent prendre le commandement de l'OTAN en Europe. Donc depuis 2 siècles, c'est la première fois qu'on a une supériorité militaire écrasante sur l'Allemagne. L'Allemagne ne sait pas construire, elle fait des sous-marins pour le tiers-monde, enfin je dirais pour des pays secondaires. Hein. Quand il a fallu faire des sous-marins sérieux pour les Australiens, c'est des sous-marins français. Hein. Ils sont à 4500 tonnes ou un truc comme ça, ou 8000 tonnes, je ne me souviens plus. Enfin, c'est ceux-là, alors que les autres sont à 2000 tonnes. Hein. On sait tirer un missile en changement de milieu, c'est-à-dire on tire sous la mer et puis il prend son envol après en l'air. Voilà. Donc il y a cet élément-là qu'on est en train de se faire bouffer avec Macron. Hein, avec la fameuse Goulard qui a été heureusement virée lorsque on a réussi à prouver qu'elle avait des attachés parlementaires qui avaient croûté, hein, eh bien Goulard a été virée. Son objectif c'était le démantèlement de notre industrie d'armement en la mariant avec des entreprises européennes et allemandes notamment. Il y a eu alors, comment on va s'en sortir? Il y a eu le mélange, la fusion Nexter avec Krauss-Maffei. Hein, qui faisait le Léopard, tout le monde le Léopard parce qu'on pensait encore au Panzer de 1940 voire du Tigre de 1943, hein, sauf que pourquoi ils se vendaient les Léopards? Parce qu'ils étaient moins chers qu'un Leclerc, mais ils étaient moins chers qu'un Leclerc parce qu'ils allaient moins vite, ils tiraient moins bien et ils tiraient surtout pas en roulant, hein, voilà. Donc effectivement le Leclerc faisait 9 millions de dollars, d'euros, de dollars. Aujourd'hui, il y a un char qui est plus cher, il est coréen. Hein. Donc les autres, effectivement, il fallait faire un choix. Alors, les pays riches, comme c'est le Qatar ou Abu Dhabi, qui en a acheté 300. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui va rester de cette fusion avec Krauss-Maffei? Je ne sais pas, mais je sais que les Allemands vont défendre leurs intérêts. Hein. Voilà. Donc j'avais noté l'armée française, la francophonie, on a vu. La religion. Oui, effectivement, la France est déchristianisée et largement, et ça c'est un obstacle, à mon avis, à la reprise, du moins à une renaissance. Pour prendre le terme juste, à une renaissance. C'est un obstacle parce que pour faire quelque chose, il faut la foi. Et j'en tiens encore comme exemple le Vietnam. Vous allez au Vietnam, un pays qui a connu des guerres pas possibles. Hein, les cimetières militaires, là-bas, le long de la côte, c'est affolant. Et encore, il n'y a que les cocos enterrés, parce que les autres, ils n'ont pas le droit d'être enterrés. Hein, donc, vous imaginez. Il n'y a pas de haine.
Il n'y a pas de haine. J'ai ma famille des deux côtés. Quand je dis des deux côtés, c'est vraiment des deux côtés, parce que on avait ce cousin par alliance du côté de la mère de mon épouse, et son père, dont elle a été séparée à un an, à 50 ans, et qu'elle a retrouvé en 2003, était vice-ministre. Donc moi j'ai des enfants, qui sont tous des cadres du Nord. Il n'y a aucun problème. Plus que ça, il y a une fraternité. Donc, eh ben, vous avez ce pays dans lequel les églises sont pleines. Elles sont pleines avec les gens dehors. Et on est allé à la messe à Notre-Dame de Saigon. Vous voyez les personnes qui arrivent de toutes conditions, visiblement des personnes, je veux dire, tout à fait bourgeoises. Dans la semaine, avant d'aller bosser. Et oui, à 7h du matin. Oui. Et ils arrivent avec les bouquets de fleurs, des glaïeuls pour remettre. Et ce que je trouve un peu dingue, mais ça c'est une anecdote, c'est que l'évêque de Saigon est encore un Européen. C'est un Italien. Et quand j'ai voulu parler avec lui, j'avais l'impression que je parlais à un zombie. Je ne comprenais pas du tout. Je regardez comment on se comporte. Et ces gens se prosternaient devant lui. Donc, et les églises étaient pleines avec plusieurs services. Donc c'est des gens pour la foi. Et ils peuvent être chrétiens, catholiques essentiellement. Ils peuvent être bouddhistes pour faire le culte. En même temps, culte des ancêtres. Parce que ça c'est très important. C'est une des grosses bêtises de la papauté d'avoir refusé que ce que les jésuites demandaient, d'admettre le culte des ancêtres, qui pour eux est essentiel pour leur continuité familiale, relationnelle. Et ils peuvent être au cadre du parti. Voilà. Pas de problème. C'est des peuples pour la foi. Mais nous, on n'a plus la foi. Comment on fait? Voilà. Oui, c'est pas très encourageant. C'est pas très encourageant, mais je préfère enlever les illusions pour arriver au saut. Mais justement, le rayonnement de la France, est-ce que c'était pas une institution qui s'appelait l'Alliance française? Qu'est-ce que c'est devenu? Il faudrait peut-être que cette institution soit réhabilitée, parce que c'est vraiment, on a des témoignages de gens, d'étrangers qui disent, mais c'est par ce canal-là qu'ils ont la fameuse bibliothèque, c'est l'Alliance française, les cours, etc. Et effectivement, ça permettait des immigrations pour des gens qui étaient amoureux de la France. Et qui... il y a un beau témoignage d'une certaine Malika Sorel. Malika Sorel, Sorel Suter, son nom complet. Vous avez entendu parler de Malika Sorel, ouais. Et donc, c'est remarquable. Elle était au Haut Conseil à l'intégration, qui était supprimé, et elle ne cesse de dire que l'assimilation, c'est vraiment c'est une nécessité absolue, et que pour devenir français, il faut faire tout un travail sur soi. Et c'est violent. Voilà, c'est violent. C'est pas gratuit, je veux dire. La personne, c'est pour ça que ça ne peut pas être un phénomène de masse. Exactement, c'est... Voilà. Et donc, à travers l'Alliance française, à travers donc, des gens comme Malika Sorel, on a des exemples d'assimilation. Un Pierre Rabhi, eh ben ça oui, c'est une contribution positive de quelqu'un qui était dans le Sahara. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui apporter le minimum de formation. Je ne veux pas dire éducation, parce qu'il était certainement éduqué par ses parents. Et a été donc confié, adopté à une famille française, et qui donc maintenant, Pierre Rabhi, c'est quelqu'un d'une liberté incroyable dans sa tête, et qui a pu faire sortir de l'usine Renault où il était. Il a vite compris que ce n'était pas du tout ça la vocation, et qu'il s'est rendu compte qu'il fallait sortir de cette société dans laquelle il y avait des boîtes, et il fallait être agriculteur. Et puis, il a témoigné, il a beaucoup témoigné, avec une liberté incroyable, sans formation poussée, pas du tout. Alors, ça peut nous amener à l'immigration, hein. Voilà.
l'immigration, on invoque une raison. Hein, une raison, on l'entend souvent. Vous ne faites pas assez d'enfants, il y a un déficit démographique, il faut le combler avec des immigrés. Alors il faut peut-être s'interroger la raison pour laquelle les couples autochtones, je signale, j'emploie ce terme à dessein parce que autochtone, c'était le terme qui était employé par le pape François en Amazonie, en disant il fallait défendre les peuples autochtones qui étaient menacés de disparition. Ben, nous sommes aussi le peuple français, gaulois peut-être, mais peuple autochtone, certainement. Et donc les couples autochtones, pourquoi ont-ils peur de l'avenir? Parce que c'est ça, on ne fait pas d'enfants, on a peur de l'avenir. Mais parce que d'une part, ils sont informés des risques, des défis qui se posent à l'humanité. Il y a le climatique, il y a la montée de la violence, etc. Alors, le climatique, je sais que tu n'es pas d'accord, mais bon, ça se discute. Et c'est pour ça que le Parlement européen permettrait peut-être de faire des débats, en se débarrassant des lobbies, évidemment. Donc, l'angoisse, lorsqu'on sait de quoi l'avenir va être fait, quand on voit l'évolution, on n'est pas rassuré et on hésite à faire des enfants. Et cette insécurité, ben, c'est au fur et à mesure qu'on voit arriver des gens qui n'ont pas la même culture, qui sont parfois incultes, qui ont des comportements qui sont loin d'être inconformes aux usages, aux mœurs et aux lois de la République, dont les enfants, ici ils s'installent, on s'aperçoit qu'on s'ingénie à fabriquer des gens pleins de haine pour la France. C'est un drôle de cadeau qu'on fait à des immigrés, ça. Hein? Qu'est-ce qu'on leur propose? Hein? Ben, on leur propose de se venger sur la bouffe, hein? Pousseurs de caddie. Et ça, c'est les Carrefour, les actionnaires apatrides du monde entier, l'international des riches, qui se frottent les mains et disent encore des immigrés sont tout prêts à pousser des caddies sans se poser de questions, la planète pour eux ça n'existe pas, et ils sont dans le paradis, ils sont arrivés enfin au paradis. Et moi je me souviens d'un témoignage d'un jeune, dans les années, c'était en 2000, au mois de mai 2000, j'avais traversé donc le Sahara en camion pour apporter des fournitures scolaires en Casamance. Et puis j'avais pris le bateau, le paquebot, le Diola, et qui a coulé un an après, avec 600 noyés. Et donc j'avais discuté avec un jeune sénégalais, qui avait le magnétocassette, là, qui avait l'air à l'aise, hein, il ne mourait pas de faim, et qui me dit bah, mon père est à Lille, mais il m'interdit de venir en France. Mais j'irai. Voilà, l'immigration, j'irai. Parce que en France, j'ai vu les publicités, on est attiré. Hein? Non, c'est quand même incroyable. Moi, j'avais 15 ans, figurez-vous, j'étais quand même conscient, j'avais été voir un député, conscient du problème, j'avais lu les bouquins 1960, j'avais lu le bouquin de René Dumont, L'Afrique noire est mal partie, et déjà René Dumont alertait en disant attention, l'Afrique, la population, tous les progrès dans le développement sont grignotés à mesure par l'augmentation de la population. Ouais. Alors, l'aspect économique qu'on évoquait tout à l'heure. Plus l'aspect économique qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que le taux de croissance est inférieur à la croissance de la population. Toute augmentation de la, je dirais, par développement économique est immédiatement mangée par la population. Quand on poussait les choses plus loin, il y avait, je ne sais pas si c'est pas Darwin qui parlait de ça, il disait il y a une île, sur cette île vous introduisez des chèvres, au début il y a de la végétation, les chèvres vont se repeupler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de végétation, jusqu'à ce qu'elles crèvent toutes. Et sur Terre, on est un peu dans la même spirale. Ah ben, c'est l'île de Pâques. C'est un peu l'île de Pâques.
Oui, c'est sûrement ce qui est arrivé à l'île de Pâques. L'île de Pâques. Voilà, elle a peut-être été entièrement rasée parce que tout le monde s'est partagé le peu de végétation qu'il pouvait y avoir, jusqu'à ce qu'ils en ferment tous, quoi. Voilà, c'est certain. Oui, donc cette immigration, c'est à la fois ce cercle vicieux de les couples autochtones ne font pas d'enfants parce qu'il angoisse au fur et à mesure qu'on voit arriver des gens qui sont dans une espèce de joie, de ça y est, on est là au paradis, et puis et voilà, donc une insécurité, où va-t-on? Voilà. Et donc c'est un cercle vicieux, donc il faut absolument le rompre et ouvrir les yeux à temps. Et puis l'Afrique, moi j'ai rencontré même aujourd'hui un Africain, un Sénégalais, à Lille. Et je lui ai posé la question, il est de Dakar. Et comme l'autre jour, il y a 2 mois, non, 6 mois, un Malgache, d'un certain âge, chaudronnier, eh bien, tous deux me disaient que, effectivement, ils considéraient que les jeunes africains, il faudrait qu'ils restent au pays pour transformer le pays. Hein? Et c'est bien dans la ligne de ce qui serait souhaitable, dans la mesure où nous avons quand même, nous, dans le cadre d'une Union européenne mal comprise, enfin au départ, bien avant l'Union européenne, la CEE, la France-Afrique, on avait gardé à l'esprit, je me souviens, j'étais l'agence française pour la maîtrise de l'énergie, il y avait un service international qui vendait des éoliennes clés en main ou des photopiles, du clé en main, et sans qu'il y ait la formation. Et donc, ça ne convenait pas. C'était cadeau. De même, j'ai côtoyé quelqu'un qui avait créé une ONG, on a sillonné le Sahara, et lui proposait des ponts, cadeaux, avec les fonds de Balavoine. Bon. Et donc, moi j'ai vu qu'effectivement, ces gens-là, ils avaient la pompe là. Ils avaient caché une pompe qui était en panne, soi-disant en panne. Voilà, elle était en panne. Oh oui, sans doute, mais parce qu'il y avait un manque total d'intérêt, de formation. Et puis aussi, c'est très bien de dire à l'ONG, donnez-nous une nouvelle pompe, et comme ça, eh ben, on va pouvoir la vendre. Voilà. Donc, c'est cette aide à l'Afrique, parce que c'est de l'aide qui est mal dirigée, mal comprise, il faut s'en méfier. On parle de plan Marshall, il faut s'en méfier, parce que le plan Marshall, il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que le plan Marshall, les hommes étaient formés, il n'y avait plus qu'à amener les machines. En Afrique, c'est l'inverse. Les hommes ne sont pas formés, et il y a des machines, mais qu'on laisse... Je voudrais réagir, justement, on a la chance d'avoir un conseiller régional, donc je voudrais réagir quand même à ce défi qu'est le territoire. Il y a tout de même des territoires en France qui démontrent qu'on peut se développer sans faire venir de la main-d'œuvre immigrée, en recourant à de la main-d'œuvre indigène. Je citerai la Corse, je citerai la Vendée, je citerai en partie le Pays Basque. On peut par conséquent avoir des politiques qui soient différentes et qui soient d'autodéveloppement sans avoir recours, et même sans avoir recours à des prêtres africains. Il y a des diocèses qui n'ont pas recours à des prêtres africains, hein, et qui vivent la raréfaction des prêtres d'une manière différente. Ça rejoint. Pourquoi appauvrirait-on tout le temps l'Afrique de ses prêtres et de ses personnes qualifiées, alors que nous avons ici, dans nos territoires, des jeunes capables d'assumer ces postes? Je réponds et on passe la parole. Mais gardez bien votre point. Oui, vous avez parfaitement raison. La question, ce n'est pas la politique publique de la région, c'est parce que dans les régions dont vous parlez, la Corse, la Vendée et le Pays Basque, pour connaître la Vendée, c'est que les élites ne font pas venir les gens. Voilà. Et effectivement, quand on ne fait pas venir les gens, les personnes qui doivent les employer ou payer pour elles, hein, la question ne se pose pas. Je connais particulièrement la Vendée, il n'y a pas de subvention en Vendée. Dans la plupart des villages, etc., il n'y a pas de subvention. Donc il n'y a pas d'étrangers qui s'implantent. Je ne vous dis pas ce qu'il n'y a pas non plus. Il n'y a pas de papier dans les caniveaux, il n'y a pas de taxe sur les murs non plus, hein, si vous connaissez la Vendée. Hein, Par la Roche-sur-Yon.
Ah, oui, mais tout ce qu'on appelle la Vendée militaire, qui est d'ailleurs au nord de La Roche-sur-Yon, alors Cholet, ça commence à dégénérer, mais enfin, toute la région, les herbiers, Chambretot, Saint-Laurent-sur-Sèvre, etc. Même Fontenay-le-Comte. Voilà. Donc, dans ces pays-là, moi j'ai été très surpris, il n'y a pas d'étrangers. Et il y a 3% de chômage. Je sais. Voilà. Ma fille vit à Fontenay-le-Comte, elle est enseignante, voilà. et elle n'a que des Français. Voilà. Et donc c'est parce que leurs élites n'ont pas fait venir les gens et n'ont pas mis en place des aides. Voilà. Ça renverse la proposition. Bon, puis la grande chance de la Vendée, c'est qu'elle n'a pas de grandes entreprises, elle n'a que des PME. Que de PME, oui. Ouais. Et puis De Villiers surtout. Oui. Oui. Non, De Villiers est remarquable, mais je dirais De Villiers c'est une résultante. Mais déjà, il y a le substrat de la population. Il y a un contexte très intéressant. Oui. Alors, moi, je voudrais que vous réfléchissiez à un autre aspect important. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on a une espèce de mondialisation de la finance. Vous savez qu'en Europe, la finance, comment elle peut prospérer? Par la consommation. Vu qu'on est en décroissance démographique, la plupart des biens immobiliers, si vous le savez, aujourd'hui, ça appartient à des grands groupes financiers. S'il y a, au fur et à mesure que les vieux crèvent, je simplifie, des biens immobiliers se vident. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, toute la valeur immobilière va s'effondrer, parce que ça fait des logements vacants. Donc il faut remplacer, il faut refaire de la croissance. Et on veut refaire de la croissance avec de l'immigration. Alors il y a ce premier aspect, ensuite il y a le deuxième aspect, qui est la valeur des salaires. C'est-à-dire, à partir du moment où on introduit dans la main-d'œuvre pas chère dans des pays, forcément on fait effondrer les salaires. Vous voyez, il y a les deux côtés comme ça. Vous avez le côté, c'est comme quand vous avez des marchés en abondance sur la production agricole, les prix s'effondrent. Aujourd'hui, s'il y a des logements en abondance en Europe, les prix vont s'effondrer. Quand on sait... Vous voyez, c'est un aspect que personne ne veut voir. Alors qu'on sait que c'est l'économie qui dirige tout aujourd'hui. Je vais vous dire, la finance, son objectif, c'est de capter la plus grande partie de la valeur ajoutée de la production. Voilà. C'est ça l'objectif de la financiarisation. C'est-à-dire qu'il y a concentration vers le haut de la valeur ajoutée au détriment du paysan, du producteur, de l'ouvrier, de ce que vous voulez. Du locataire. Du locataire. Maintenant, là où je ne vous suis pas, c'est sur le fait que l'immobilier serait possédé en particulier par les... Non, l'immobilier est extrêmement dilué. Il y a effectivement des grandes foncières, etc., notamment dans les centres commerciaux, mais l'essentiel de l'immobilier est possédé par des citoyens, voire des citoyens plus riches que les autres, qui ont 150, 200 appartements. En revanche, là où c'est beaucoup plus pernicieux, c'est que vous prenez deux pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, il y a encore 5 ans jusqu'à Schröder, eh bien, vous ne pouvez pas devenir allemand. Vous étiez allemand par le sang. Hein. Donc, du coup, ça n'avait rien à voir avec la France, où on donne par mois ou par jour autant de nationalités françaises qu'on en donnait en un an dans les années 60. Moi, je voyais passer les gazettes de l'État, comment ça s'appelle, le journal officiel, quand j'étais en Asie, à l'ambassade, je les recevais. Donc je voyais bien, c'était par paquet de 1000 toutes les semaines à l'époque. Hein. Mais donc, les immigrés ils rentrent parce qu'on a des hommes politiques corrompus qui les font rentrer pour pouvoir avoir une masse de manœuvre pour être élus. Vous n'auriez pas 12 millions de musulmans en France. Aujourd'hui, je rappelle qu'en Angleterre, il y en a 3 millions. 3 millions en Angleterre. Hein. On a 12 millions, ils sont concentrés dans quelques villes très précises, hein, mais vous n'avez pas 12 millions d'immigrés, enfin notamment musulmans en France, mais il y a longtemps que les socialistes n'en auraient plus parlé. Parce qu'on aurait les 3% de plus à chaque élection qui font qu'ils seraient battus. Mais aujourd'hui... Vous enlevez tous les consommateurs qu'on a en France d'origine immigrée aux multinationales comme Carrefour, ils font faillite demain. Ah mais ça, donc ils font ça avec toute l'Europe, je suis tout à fait d'accord. Non, en Allemagne... Ils veulent des consommateurs. Allez en Allemagne. C'est tout. En Allemagne, j'ai passé 15 jours en Franconie, l'année dernière, puisque ma belle-sœur habite là-bas. Okay, 15 jours en Franconie. J'ai vu un noir. Et c'était un mec du 93, qui avec son truc dans le dos, qui allait à la fête de la bière à Munich. Voilà, parce que c'est en octobre. Voilà, un noir. Alors vous trouvez quelques Turcs. C'est la Turquie. Voilà, mais ça n'a absolument rien à voir avec Paris. Rien à voir. Je m'étonne, quand je vous entends dire, peut-être avez-vous raison, mais peu importe, je m'en étonne quand même, que ce seraient les politiques, peu importe gauche-droite,
qui jouerait le rôle, alors c'est pas votre mot, d'aspirateur. Non, non, ils ne sont pas aspirateurs, ils laissent faire. Votre mot. Ils laissent faire. Parce que ça sert à leurs intérêts. Oui, ils pilotent. J'avais plus comment ils pilotent pas les arrivées. Je ne veux pas croire que M. Macron est suffisamment intelligent pour devenir président tout seul. Bravo. Je ne peux pas croire que M. Macron, qui a raté trois C'est la fois, finance qui est derrière. qui a raté 3 fois Normal Sup, hein, et qui a eu l'ENA la deuxième fois, hein, bon, déjà, si c'est un gage d'intelligence, mon fils est supérieur à lui. Quel rapport avec Ben, ça veut dire que c'est un mec qui travaille, et M. Macron travaille pour ses maîtres. Exactement. Il travaille pour ses maîtres. Et quel rapport avec l'immigration? Eh ben, l'immigration, c'est que s'il faut faire rentrer des immigrés parce que ça convient à ses maîtres, c'est-à-dire à la finance, à la globalisation, au Bilderberg, parce que le Bilderberg, que personne conteste aujourd'hui, parce qu'ils sont au grand jour. Quand j'étais en fac en 73, il y avait des articles dans Minute ou des journaux comme ça, dont on parlait du Bilderberg. Bon, déjà, rien que le terme Bilderberg, bon, moi je veux bien être complotiste, mais comme je suis un esprit critique, j'essaye de ne pas tomber dans le complotisme et de vérifier mon information tout en faisant l'effort d'aller la chercher là où, effectivement, il y a des esprits critiques, voire complotistes. Hein? Eh bien, le Bilderberg, il existait. Et c'était en 70. Et personne, vous en parliez, vous étiez un cinglé, vous étiez un complotiste, vous étiez un... le cas n'existait pas à l'époque, hein, mais voilà, vous étiez un marginal. Hein. Aujourd'hui, le Bilderberg, ça a été, même Fillon l'a dit, hein, on va prendre ses ordres au Bilderberg. Et Macron, qui est une personne, il a été choisi d'ailleurs pour ça, psychologiquement particulier, pour ne pas dire plus. Hein. Donc on savait qu'on avait une personne qui n'a pas d'empathie, qui est narcissique, etc. Elle était parfaite, il avait le cahier des charges, on lui donnait la mission et il allait l'appliquer sans état d'âme. Hein. De même qu'il va nous refaire Notre-Dame plus haut et plus belle. Voilà. D'accord. Ça veut tout dire. La finance est mondiale. Donc a priori, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le financier allemand soit très différent du financier français et vice-versa. Oui, mais il y a le peuple allemand. Moyennant quoi, si c'est les financiers français qui ont tout intérêt à faire rentrer les immigrés, je ne vois pas pourquoi les mêmes financiers allemands, certes, ne feraient pas la même chose. Parce qu'ils ils l'ont fait, mais dans une moindre mesure. Ils l'ont fait dans une moindre mesure, et deux, ils ont un sentiment national. Alors que nous, je dirais, je ne veux pas être vache, mais vraiment, parfois je me demande si on n'est pas un peu de collabo. Donc c'est un problème de finance, c'est un problème d'état d'esprit, de nationalité. Parce qu'en Allemagne, je prends l'exemple d'Air Liquide, qui est une grande société. Hein. Il y avait notamment, donc maintenant, aujourd'hui, parce que c'est quand même important, parce que les gaz industriels, je vous dis encore une fois, c'est l'indice de l'activité. L'indice de l'activité. Hein. Et ceux qui ont les grandes entreprises de gaz industriels reflètent la puissance passée éventuellement du pays. Donc il y avait British Oxygen, Air Liquide, et les Américains qui se sont créés pendant la guerre, hein, et notamment Air Liquide qui a dû donner ses usines en Amérique. Alors, Air Liquide n'a pu retourner en Amérique qu'en 1983 lorsqu'ils ont racheté Big Tree. Hein, et entre-temps, il y avait eu Air Product, Praxair et un autre que j'ai oublié. Hein, Georges-Claude, le fondateur, avait peut-être été soupçonné de collaboration. Il avait, comme beaucoup. Ouais. Comme beaucoup. C'était une collaboration, disons, c'était ce qu'on appelait le pétinisme de réseau. Voilà. Mais encore une fois, ça nous dépasse. Le fait est, c'est qu'Air Liquide a dû donner ses usines, et les Américains donc sont devenus mais pas les plus importants. Les plus importants, c'était British Oxygen et Air Liquide. Pourquoi? Parce que c'est à peu près au même moment, c'est Air Liquide qui était pionnier, et c'est à peu près au même moment qu'ils ont inventé une façon économique de produire de l'oxygène, et donc Air Liquide a été créé en 1905. 3 ans plus tard, il y avait une chaîne d'usines de production d'oxygène jusqu'à Kobe. Hein, pour pouvoir justement faire la réparation navale des bateaux, hein, qui partaient d'Europe et d'Angleterre et de France jusqu'au Japon. Hein. Donc, et il y a eu les Allemands avec la fameuse l'entreprise Linde. Mais l'entreprise Linde, c'est une entreprise d'ingénierie. Elle faisait du gaz accessoire, mais c'était avant tout de l'ingénierie. Tandis qu'Air Liquide
avait une division ingénierie, mais était avant tout un marchand de gaz, producteur de gaz. Eh bien, British Oxygen a fait l'objet d'une OPA. Air Liquide a essayé de se marier avec British Oxygen, ça lui a été interdit par l'Europe. D'accord ? En revanche, quand Linde, qui n'était qu'une ingénierie, a racheté British Oxygen, qui était un marchand de gaz, là, ça a été autorisé. Et Linde, du jour au lendemain, est devenu. Quand Air Liquide a voulu s'établir en Allemagne, les cartels industriels allemands l'ont gêné le plus possible. C'est pour ça que Linde existe. Parce que sinon, il y a longtemps que Linde aurait été racheté par Air Liquide. Alors on est allé racheter une entreprise importante, mais on va dire de taille intermédiaire dans ce domaine, Messergesheim, hein, mais ne vous inquiétez pas, les Allemands, ils bloquaient. D'ailleurs, tout ça pour dire que les Allemands savent se défendre. Mais bien sûr, prenez l'exemple de la sidérurgie. Se protéger. Mittal n'a jamais racheté une entreprise allemande de sidérurgie. Conclusion, vous avez toujours Rheinmetall, le Krupp, j'ai pas toutes les... Ça va me venir. Enfin, ils ont toujours leur industrie sidérurgique. Personne ne l'a racheté. Donc, c'est ça la différence des deux pays. Vous pouvez dire que l'Allemagne est à l'égard de l'Europe, ce que la Chine est à l'égard du monde. Oui, oui. Hein, oui. Et d'ailleurs, ils se marient très bien tous les deux, hein, puisque l'Allemagne emploie 1 million de travailleurs en Allemagne, en Chine, ce qui est considérable, et qui sont drogués à la Chine. Hein. Donc quand on va les faire payer les GAFA, puisqu'on parle d'industrie ou d'Europe, faire payer les GAFA, les Allemands, nous ça va très bien, hein, nous on vend les Mercedes, parce que Trump va dire, attendez-moi les Mercedes, ça va 5 minutes, on va mettre le droit de douane, hein, si vous taxez les GAFA. Mais l'Allemagne a dit non, pas du tout. Nous on veut dire, dans les débuts 2000, j'ai essayé de travailler, parce que j'ai eu mes recherches d'emploi comme tout le monde. Voilà, donc en 2000, j'étais en chasse, j'ai eu le temps de voir des secteurs, et notamment l'industrie du meuble. Et en 2000, nous fabriquions encore 50% de nos meubles. Voilà. Ikea n'était pas encore à Grenoble, hein, il y avait encore plein de voisins, donc 50% de nos meubles. On avait 100% de taxes quand on envoyait des meubles en Allemagne, en Chine. Et nous avions 0 taxe quand les Chinois nous envoyaient les meubles. Pourquoi? Parce que les Allemands leur vendaient les machines. Voilà. Donc on peut pas tomber d'accord. C'est pour ça que l'Europe ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, je propose... les travailleurs détachés, on en parle? Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tout, c'est déjà 22 Juste heures. un mot. Il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi dans les travailleurs détachés, c'est que ces gens-là qui travaillent, qui viennent chez nous, dans leur pays, ils feraient mieux. Hein, c'est un manque à construire, parce que il n'est de richesse que d'hommes. Et investir avec ses propres forces, c'est beaucoup plus intéressant qu'investir avec de l'argent qui vient de l'étranger. Hein. Et à ce moment-là, ces gens-là manquent une belle occasion, parce que, en fait, ça repose sur l'idée que pour le pays d'origine du travailleur détaché, il va rapporter de l'argent et puis ça va ruisseler. Vous savez que la théorie du ruissellement, elle n'est pas vraiment géniale. Hein, vous savez, les résultats. Hein, Macron a beau parier là-dessus, les Américains l'ont abandonné depuis longtemps. Hein. Et donc le travailleur détaché, il y a un autre aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y a une espèce de relation, un peu trouble avec le travail au noir. Ça encourage le travail au noir. Et ça finalement, habitue à ne pas payer les gens, ne pas payer les charges. Hein. C'est une habitude qu'on prend, et après on n'y arrive plus, parce que c'est la concurrence, hein, non faussée. Non faussée. Et donc, on arrive à des constats. Moi, j'entendais le témoignage d'un monsieur qui travaillait dans une énorme entreprise qui fait des travaux, qui sous-traite pour la SNCF, pour EDF, pour quantité de grosses boîtes. C'est eux qui font les travaux. Ils embauchent du travailleur détaché, du travailleur venu d'on ne sait où, et on s'en doute, et qui n'a aucune formation. Et le gars était malade. Et il a écrit un bouquin
pour dire qu'il était au burn-out, là. Parce qu'il était pris entre son chef qui disait « Fais-moi des rapports, j'ai besoin de rapports ». Et il savait très bien que le travail était totalement saboté. Il y avait un cahier des charges, rien n'était respecté. Rien. Et donc, il en était malade. Hein, il fallait pondre des rapports fictifs. Voilà. Ça, c'est un phénomène dont on parle peu. Et dans les centrales nucléaires... Je voudrais revenir deux mots sur l'immigration. Ah oui. On a parlé de natalité. Déjà, il y a un problème en France, c'est que si vous vous souvenez, pour ceux qui sont de ma génération ou même un peu avant, dans les années 70-80, nous avions 53 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 67 millions, plus. Bon. Je voudrais rappeler une chose. Donc, on sait d'où ils viennent, puisque, paraît-il, il y a un enfant 0,8 par femme. Il faut 2,2 pour assurer le renouvellement. Donc, cette augmentation peut déduire immédiatement que l'augmentation a été entièrement fournie par l'immigration. Hein. Elle pourrait être d'origine européenne, on s'en féliciterait presque. C'est plutôt récent. Quand même. Comment? Non, je vous suis globalement, oui. Mais un enfant par femme, enfin 8, c'est plutôt récent. Non, je dis, le renouvellement, c'est 1,8, il faudrait 2,2. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être descendu plus bas, mais j'en suis resté là. Hein. Donc on peut dire, sans trop se mentir, que la différence entre 53 et 67 a été fournie essentiellement par l'immigration. Si elle était européenne, on pourrait s'en féliciter, parce qu'en général, ça s'est plutôt bien passé avec la plupart, mais on n'est pas sûr de cela. Concernant la natalité, oui, effectivement, on joue à se faire peur, hein, et puis aussi, il y a le mode de vie. Hein, parce que, encore une fois, je revois l'Asie, bon, ils sont conscients qu'il y a un problème climatique, etc., mais ils ne sont pas dans le discours catastrophiste, voire millénariste, de nos écologistes, qui, je le rappelle, la plupart d'entre eux ne travaillent pas. Voilà, ils ont des fonctions, mais ils ne travaillent pas. Oui, bon, encore une fois, c'est un de mes grands mots. Il y a deux personnes qui travaillent en France. Il y a celui qui fait un chèque de TVA tous les mois, et celui qui travaille pour celui qui fait un chèque de TVA. C'est les deux personnes qui travaillent. Les autres, ils ont des fonctions. C'est pas méprisable, il y a des militaires, il y a des policiers, etc., mais ils ont des fonctions, mais ils ne travaillent pas. Hein. Le travail, c'est différent, il faut produire de la valeur. Hein. Ça ne veut pas dire, parfois, on ne meurt pas hein, quand on a des fonctions, mais on ne travaille pas. Mais ça nous oblige à vraiment savoir qui ne doit pas travailler. Hein. Donc il y a des militaires, etc., mais certainement pas des écologistes qui passent leur temps à nous empoisonner. Donc, revenez donc à cette question-là, pour vous dire que, tout en parlant d'écologie et par rapport à la natalité, la France peut nourrir confortablement 52 millions d'habitants. 50-52 millions d'habitants, confortablement, avec un petit excédent. Avec des produits, sans saloper les champs avec les produits, hein, c'est-à-dire avec des rendements normaux, comme on le faisait encore dans les années 60-70. On nourrit 52 millions d'habitants confortablement, avec un excédent qui nous permet éventuellement d'acheter du pétrole, parce que le pétrole ne se mange pas. Voilà, donc ceux qui produisent du pétrole et pas de nourriture, ils peuvent échanger le pétrole contre de la nourriture, hein, et vous voyez de qui je veux parler. Donc aujourd'hui, à 67 millions d'habitants, c'est très grave. C'est très grave, et ça, il faut l'intégrer dans tout mon raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dépassé notre seuil de production dit durable de nourriture. Et en 2015, pour la première fois, la France est devenue importateur net de nourriture. Voilà. Première fois de son histoire. Pourquoi il n'y a pas eu d'immigration française en Amérique, ni en Argentine, etc., contrairement aux Écossais, aux Allemands, etc., aux Italiens, c'est parce qu'on vivait plutôt bien en France. Voilà. L'Allemagne, au début, cause principale des guerres, au début du XXe siècle, produisait 25% de sa nourriture. Voilà. Seulement 25% de sa nourriture. Donc ça, ce que fait l'Algérie. Oui, aujourd'hui. Alors, les natalités, donc, il peut y avoir des politiques d'État, mais on aura bien deviné aussi si la politique d'État s'applique également à l'immigré qui, lui, se soucie peu de la façon dont il va éduquer ses enfants, alors que nous, que l'Européen, au contraire, va faire 2-3 enfants parce qu'il veut mettre le paquet pour son éducation. Je schématise, mais c'est à peu près ça, comme ça que ça fonctionne. Bon, on devine d'avance les résultats. Je voudrais donner l'exemple des pays. Alors, on dit qu'il faut de l'immigration pour compenser
la baisse de la natalité, il y a des pays qui font sans immigration. Le Japon, exactement. Ils se débrouillent entre eux, ils trouveront les solutions. Et là, vous pouvez demander à une personne à 67 ans de travailler. Vous pouvez lui demander. D'abord, elle n'aura pas forcément le choix, mais elle est dans une société, dans son environnement. Ça va se faire naturellement, parce que ils sont dans leur communauté. Ils règlent leurs problèmes entre eux. Et quand on parle de politique de natalité ou de dénatalité, comme par exemple Singapour, je vais vous donner un exemple, c'est pas tout à fait hors sujet, parce que c'est le sens inverse, hein, mais ça montre aussi que parfois quand on tripatouille, on arrive à des résultats assez je dirais, parfois irréversibles. Singapour a donc, dans les années 60, lorsqu'ils sont devenus indépendants, mis en place une politique de contrôle des naissances assez stricte. Et c'était en gros 2 enfants par famille. Hein, et en anglais, c'était boys or girls, 2 is enough. Hein. En chinois, Songhai, Nuhai, ça c'est assez. Voilà. Hein. Et donc, ils sont arrivés à ce résultat. Et puis à partir des années 80, ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de manœuvres. Donc ils ont dit, on va autoriser les parents éduqués à faire des enfants, et surtout ils ont mis les femmes au travail. Grosse erreur. Ils ont mis les femmes au travail. Non, ils ont mis les femmes au travail, et comme dans une société où tout fonctionnait bien, c'est sympa, vous avez 25 ans. Alors l'égalité des salaires, elle était automatique, parce que pour la bonne raison, c'est comme il y a pénurie de manœuvre, on payait les gens le prix du marché, la question ne se posait pas. Donc, vous étiez une femme, avocate, machin, etc. Bon, je fais l'histoire courte, ils en sont à 0,63, pas 0,8, 0,63 de taux de reproduction, c'est-à-dire c'est le pays du monde qui a le plus bas taux de natalité. Ils sont à 0,63. Ils ont en quelque sorte déréglé la machine. Vous rajoutez un peu d'hédonisme, un peu de vie confortable, hein, et puis, je dirais, l'organisation normale de la vie, qu'un homme a toujours tendance à prendre une femme plus jeune que lui, s'il peut, enfin, ne serait-ce que de 2-3 ans. Ça lui est à peu près égal qu'elle soit avocate ou artiste, parce que lui, de toute façon, il assume hein, le niveau de vie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand même, en gros. Hein. Et résultat, c'est que les hommes ne trouvent pas de femmes, n'épousent pas de femmes, parce qu'ils ne trouvent pas les femmes qui les intéressent, et les femmes ne trouvent pas les hommes qui les intéressent. Puis il y a la fameuse pyramide, hein, qu'en général, une femme va toujours rechercher quelqu'un qui lui apporte quelque chose. Hein. Bon. Et bien le résultat, ils sont à 0,63. Et je peux vous dire, ils ont tout essayé. Hein, ils font on appelle ça, des croisières. Hein. À une époque où c'était assez puritain, on les mettait sur des bateaux, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Singapour, on les mettait sur les bateaux pour faire un tour et revenir. Moi, je voudrais pour conclure, parce que là, il faut vraiment s'arrêter, je voudrais qu'on revienne aux élections au Parlement européen. Et est-ce que, en quelques phrases, hein, chacun, vous pourriez quand même essayer de conclure Je vais juste essayer de synthétiser ce qui vient d'être dit. Vous allez vous présenter au niveau de l'Europe. De ne plus partir dans des digressions, mais oui, d'accord. Alors, juste pour synthétiser un petit peu ce qui a été dit et mettre le point de départ sur le dernier sujet. Donc, mon propos que j'éclaircis de tout à l'heure, c'était de dire que la France avait des atouts. Il fallait cesser de croire que la France n'en avait aucun. Mais en revanche, comme vous l'avez fort bien dit, nos élites, alors vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le traduire, nos élites ont une mentalité de collabo. Et ça, c'est un vrai problème. Antinationaux. Antinationaux, au moins, exactement. Et effectivement, cette pensée, cette vision-là, fait que les atouts que j'ai pu évoquer, potentiels, finalement, ils ne sont pas utilisés. Et aujourd'hui, comme vous l'avez fort bien démontré, ce qui a été vrai il y a 40 ans, et ben depuis 40 ans, c'est parti en quenouille, puisque en France, au royaume de Lys, on ne tisse ni de... Je sais plus quoi. Bref, on ne finit ni ne tisse, merci. Donc, vous l'avez fort bien rappelé, un point sur effectivement la dernière industrie qui fonctionne encore en France, c'est la défense. Sujet qui m'est cher puisque je suis en plein dedans. C'est mon métier. Et c'est un vrai problème puisque, par exemple, le remplaçant du FAMA, c'est un fusil allemand. C'est la première fois dans l'histoire de France.
Et les Autrichiens ont acheté le fusil que les Français voulaient vendre à l'armée française. D'accord. Voilà, c'est un commentaire. Sur les autres aspects, effectivement, notamment aspect immigration, la grosse problématique de nos élites qui ont une mentalité effectivement antinationale et qui n'hésitent pas à faire revenir de la main-d'œuvre, compte tenu en plus de tous les contextes. Vous avez évoqué le terme de millénarisme et je souscris entièrement à cet aspect des choses. On vit bien dans un monde qui est retombé dans l'hérésie millénariste. Je vous propose donc de passer à la dernière partie. Juste en quelques mots, l'avenir de la France au sein de l'Union européenne, à mon sens, c'est un peu une conclusion. À mon sens, l'Union européenne est un machin qui finira tôt ou tard par s'écrouler. Il faut prévoir cet écroulement. Gouverner, c'est prévoir. Donc il est important que nos élus, et donc pas ceux qu'on a actuellement, travaillent à cette prévention. Un des moyens, alors effectivement, j'entends bien vos arguments sur la question de la façon dont on pourrait arriver à une forme de Frexit, ou plus exactement de démantèlement progressif des différents éléments de l'Union européenne. Les éléments carcéraux. Tout à fait. Je ne sais pas si ça c'est réellement possible, car aujourd'hui, vous le savez, la plupart des décisions se prennent à l'unanimité. La réforme des institutions européennes se prend à l'unanimité. Et donc ça, malheureusement, on arrivera même en ayant quelques alliés en Hongrie, en Pologne ou ailleurs, ça ne sera jamais suffisant. Je vous propose de continuer. Il y a une question à côté. Je voulais juste dire qu'il y a une piste. Non, mais attendez, il faut conclure. Voilà, je vais juste... Allez, vous avez un mot, une minute pour conclure chacun, alors je vous laisse la parole, monsieur Lafayette. Je suggérer une piste, c'est le rapport de l'arrêt rendu en 2009 par la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, qui a dit, ok, vous avez signé un traité à Lisbonne, mais sous certains aspects, c'est contraire à notre constitution. Donc là, il y a une piste. Là, il faut que la France, mais ça, il faut faire pression sur Macron. Non, mais Macron, il ne faut pas y compter. Et il faut considérer que, comme Giscard qui reconnaît ses erreurs, Giscard qui avait fait le regroupement familial, il a reconnu que c'était une erreur, et Giscard, il considère la Giscard avait suggéré de maintenir l'euro, bien entendu, mais voilà, de passer à la confédération, alors que l'Union européenne, c'est l'objectif fédération. C'est ce que Macron a lu dans un petit que sais-je vieilli dans un grenier, hein, il a ouvert la page du que sais-je, il a vu projet européen, fédération, j'applique. Et c'est, bon non, confédération, c'est des États souverains, voilà, c'est très différent. Et c'est ce que Giscard approuve. Là, récemment. Bon. Et puis, bon, attends. Allez, on laisse notre oui, tout à fait. Donc, on a évoqué de nombreux sujets, mais qui reviennent, je veux dire, on est allé un peu dans le détail parce que c'est important parfois de soutenir, je dirais, les idées, le raisonnement par des exemples concrets, par des digressions qui permettent d'approfondir le sujet. Je dirais que nous allons au Parlement européen avec exactement le même état d'esprit que la dernière fois, et la même compatibilité, mais que nous allons probablement rencontrer un environnement qui aura été transformé par ce qui s'est passé pendant cet intervalle de 5 ans, notamment dans d'autres pays, y compris chez nous, avec une dilution, voire une baisse de certains partis, par exemple le Parti Socialiste, la création d'un parti qui va être très embêté, c'est celui de M. Macron, parce que il n'est pas de socialiste, pas PPE, donc avec qui il va s'allier, ça c'est de la politique politicienne, hein, et nous on va se retrouver avec une masse de moyens et de députés, parce que le nerf de la guerre c'est quand même ça, hein, vous savez que ça nous pose même pas mal de problèmes en ce moment, hein, et donc voilà le travail. Pour compléter par rapport à ce que vous avez dit, vous avez dit que, comment dirais-je, l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui va tôt ou tard s'écrouler, ou soit parce que l'euro va rencontrer des problèmes énormes, etc.
je précise simplement sur ce point, ce qui est très important, c'est que nous sommes piégés au taux d'intérêt à 0%. Avec l'euro, on est piégé, on ne peut pas s'en sortir, parce que dès lors qu'ils vont relever les taux d'intérêt, ils mettent en faillite instantanément au moins 2 pays capitaux, c'est la France et l'Italie, hein, plus la Grèce qui commençait à relever le nez, ou soi-disant qui ne remboursait toujours pas sa dette, mais qui payait au moins ses intérêts, hein, donc la Grèce et l'Espagne, etc. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'arrêter de faire fonctionner la planche à billets, et nous on sait que historiquement, ce qui ne peut pas durer, s'effondre. Voilà. Merci. Le crash monétaire. On est